Alors, comment je vais pouvoir inviter? Yes. Normalement, il devrait répondre. Hello, hello. Je retente. Je sais pas si ça va marcher. Oh, la galère, on sait jamais comment faire. Ah voilà, peut-être comme ça. Il y a toujours des bugs de dernière minute. Yes! Coucou! Enfin, super. Ouais, ça y est, ça marche. C'est Euh, cool. bienvenue Merci. Marine. Merci à Je suis toi. enchanté de faire ce live avec toi. Moi aussi. Euh, Trop. J'avais commencé à répondre à un papa qui me parlait de son enfant qui a 3 ans et qui Yes. l'enfant connaissait des crises justement en récurrence. Donc j'évoquais la phase d'affirmation de Mm, l'enfant, l'immaturité cérébrale qui fait que les crises débordent l'enfant dès qu'il a une c'est petite ça. frustration, quoi que ce soit, ça peut déborder. Mm. Et j'en profite par rapport à ça pour l'accompagnement justement Oui, des enfants qui sont en crise. Évidemment, on ne va pas crier sur un enfant rencontre une crise parce qu'il y a plusieurs effets. Tu vas peut-être nous en parler d'ailleurs. Si on crie sur un enfant qui est en pleine tempête émotionnelle, par exemple, qu'est-ce qui se passe? alors il va avoir une réaction qui va être une réaction due au stress qu'il va ressentir. On le sait, on a trois réactions face au stress. La plupart du temps, je ne vais pas forcément évoquer les trois parce que c'est pas forcément ce qui nous intéresse, mais la plupart du temps, ce qui se passe chez l'enfant, c'est qu'il va se figer en fait, parce qu'il va être hyper surpris. Donc l'hyper surpris, ça s'appelle aussi la sidération. Donc il est D'accord. complètement sidéré et il est subjugué. Donc effectivement, à court terme, si on veut, le parent qui veut le calme et qui veut que l'enfant s'arrête, ça va fonctionner. Mais au niveau des dommages de la suite de ce qui se passe, eh bien, on se rend pas compte parce que sur le coup, on se dit c'est bon, j'ai crié, il s'arrête. Et en fait, derrière, ça entraîne tout plein de comment dire, de sous-comportements qu'on va pas analyser comme étant justement la cause de nos cris finalement. On va pas se dire ah bah Oui. c'est parce que j'ai crié à ce moment-là qu'aujourd'hui il a ce genre de comportement. Et donc c'est ça qui est dommage finalement, c'est on s'arrête que à l'immédiat et l'instantané. Et il faudrait pas qu'on s'arrête à ça en fait. Voilà, En fait, ça a l'air de fonctionner, c'est ça. sauf qu'en fait, ça ne fonctionne pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'en fait, on étouffe l'émotion de l'enfant. Il reste avec un taux de cortisol, c'est l'hormone du stress, qui est très important en lui. Ce qui Mm. veut dire que quand on a fait taire la crise sur le moment, elle va réapparaître, peut-être en fin de journée ou plus tard, avec peut-être encore plus d'intensité, parce qu'entre-temps, l'enfant, il aura connu d'autres expériences qui lui ont fait ressentir du stress. Tout va se cumuler et à la fin de la journée, ça va être boum, l'explosion, quoi, par exemple. Explosion, exactement. La, la meilleure façon d'accompagner un enfant qui est en train, par exemple, de se rouler par terre dans un magasin ou autre, alors le magasin, c'est un cas vraiment particulier parce qu'en plus, on a la peur du jugement des autres, etc. Donc toi, tu conseillerais quoi, par exemple, à un parent comme ça qui est vraiment dans cette situation-là? Alors déjà, dans un premier temps, peut-être aussi de s'occuper de ses propres émotions, parce que quand on crie, c'est qu'on est vraiment dépassé, on en a marre, il y a peut-être une situation qui est récurrente, face à laquelle on n'arrive pas à trouver de solution. Et c'est souvent pour ça qu'on en arrive à des dérapages un peu comme ça, à se dire, ben là, en fait, ça suffit, j'ai essayé tout, ça marche pas, ben je me mets à gueuler parce que j'ai plus d'autres solutions, en fait. Donc c'est vraiment ce que moi j'appelle Oui, des dérapages, ça peut arriver, et ben on est humain, hein, à un moment donné. Le problème, c'est que du coup, ça, comme dit, ça donne une image à l'enfant de bah, quand je veux que quelque chose se stoppe, s'arrête, je vais crier. Et donc forcément, l'enfant, lui, va reproduire ensuite. Et c'est ce qui se passe même avec nous-mêmes en tant que parents, c'est que souvent nos parents nous ont oui. crié pour nous faire arrêter, et donc on reproduit en fait. Donc s'occuper de nos émotions à nous, c'est super important aussi, de se dire que ok, là, je sais que je suis disponible pour lui. Si je le suis pas, pourquoi pas le signaler aussi à mon enfant, lui dire écoute là moi aussi je suis fatiguée en fait donc je vais pas pouvoir répondre à tes demandes là tout de suite mais si tu veux je peux te proposer de faire peut-être une autre activité, autre chose, le temps que je sois à nouveau disponible. Après, le fait que nous, notre cerveau soit déjà
censé en tout cas être mature, en tout cas plus mature qu'un petit enfant, fait que on a la capacité de comment dire, de déplacer nos besoins, c'est-à-dire de différer nos besoins et la satisfaction de ceux-ci, ce qui veut pas dire que on doit juste les laisser de côté et ne jamais s'en occuper, parce que ça c'est aussi problématique à long terme. Donc c'est important de faire des choses où on prend soin de soi. Mais ça veut dire quoi, prendre soin de soi? Ça veut aussi dire peut-être juste 5 minutes, avoir un moment où il y a du calme, avoir un moment où on fait rien. Et ça peut être juste 5 minutes. C'est pas forcément 3 heures de massage dans un institut, quoi. Parce que souvent on entend un peu ça. Ouais, mais j'ai pas le temps de prendre soin de moi. Ouais, mais le temps que tu prends pas à prendre soin de toi, tu le payes après, en fait. Donc il faut s'investir et il faut vraiment se dire, ok, là je prends du soin, du temps pour moi. Donc la numéro 1 pour moi, c'est ça. Il faut être son meilleur ami déjà dans un premier temps et être à l'écoute des signaux qui font qu'à un moment, on est sous stress. Ouais. Et si on n'en prend pas conscience, en fait, ça fait comme l'enfant, même si notre cerveau est mature. Si on est sous stress, que notre réservoir affectif est même très bas, on va exploser naturellement, on va crier, parce qu'en fait, c'est quoi le cri? C'est simplement un moyen pour nous d'expulser les tensions. Alors, évidemment, crier dans un coussin, c'est une chose. Crier sur un enfant, ça va créer d'autres problématiques parce que l'enfant, il va avoir peur quand on va lui crier dessus. Et il peut comprendre, si on crie beaucoup, qu'en fait, ses émotions ne sont pas acceptables. Mais ça, il peut y avoir aussi un effet qui est un peu pervers, si on veut. C'est que l'enfant peut comprendre aussi, parce qu'il y a un besoin d'attention derrière, que la seule manière d'obtenir l'attention de ses parents, c'est qu'il crie sur lui. Et donc d'arriver jusqu'au bout du... C'est un peu inconscient, disons. Il peut avoir des comportements un peu qui ne sont pas appréciés par le parent. Mais au moins, l'enfant, par son besoin d'attention, il a quand même eu un besoin assouvi, même si ce n'est pas de la bonne manière, puisque c'est plutôt en criant plutôt qu'en passant un vrai moment avec lui, quoi. Donc ce que tu dis, c'est vachement important. C'est qu'en fait, il faut avoir un œil sur notre état personnel. Émotionnel et personnel. Et toi, tu dirais même de se ménager régulièrement des rituels, des pauses, même si c'est 5 minutes par-ci par-là. C'est ça, c'est ça, complètement. 5 minutes. Et pourquoi pas aussi même inclure l'enfant dedans pour lui montrer, en fait. Tu vois, moi, quand je suis fatiguée, c'est pour ça que c'est important de parler aussi de nos propres émotions. Moi, quand je suis fatiguée, je sais qu'au bout d'un moment, oh là là, je crie, mais j'aime pas crier. En plus, j'aime pas crier sur toi, ça me fait de la peine de crier sur toi, en fait. Donc, je veux pas faire ça. Et donc, pour que je ne fasse pas ça, je vais plutôt, je sais pas, aller boire un verre d'eau, aller écouter une petite musique. Viens, on met de la musique, on met une petite musique sympa, un truc rigolo qui puisse un peu détendre aussi l'atmosphère, parce que voilà, quand on crie, c'est que le vase est plein et voilà, on n'en peut plus. Donc ça, c'est vraiment des petites techniques à mettre en place facilement et comme dit, ça fait du transfert positif à l'enfant. Donc on lui montre, moi, je suis aussi humaine, je suis comme toi, mon bébé, mais moi, je vais t'expliquer comment on peut faire en fait pour que on puisse faire autrement et pas s'énerver tout le temps. Voilà. En fait, on leur donne un modèle un peu d'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'on leur montre comment on arrive à accueillir nos émotions, à les canaliser, mais aussi à anticiper justement nos besoins et pour pouvoir satisfaire les besoins. Alors pour résumer, donc pour répondre complètement à Romuald, qu'un enfant crie lorsqu'il est en crise, c'est normal parce qu'en fait, il est débordé par le stress, il est débordé par le cortisol. Et en fait, le cri, c'est un truc qui est impulsif et qui va lui permettre ensuite de pouvoir revenir à la normale. Il y a les cris et il y a les pleurs. En fait, c'est très désagréable pour un adulte parce que quand on assiste à ce type de scène, il y a ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Ça veut dire qu'en fait, on va être imprégné par l'émotion de l'enfant. Et si nous-mêmes, on n'est pas capable de réguler nos propres émotions, on va être nous aussi débordés par la colère de l'enfant à laquelle on assiste. Et ça va nous entraîner nous aussi dans la colère. Et on va être tenté de crier sur un enfant qui crie. C'est ça. Et du coup, c'est pas du tout constructif, quoi. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience déjà que l'émotion appartient à l'enfant. Nous, on a nos propres émotions. Et essayer mentalement déjà de se mettre un peu à l'écart en se disant ok, je vois qu'il est en train de traverser une tempête émotionnelle, mais je ne vais pas me laisser imprégner par la tempête émotionnelle, je vais garder mon self-control et je vois qu'il a besoin de moi. Et moi, c'est vrai que si j'ai fait le nécessaire de mon point de vue sur mon stress, sur mes émotions avant, c'est beaucoup plus simple parce que j'arrive mieux à distinguer l'un et l'autre, quoi. Donc c'est un vrai boulot en fait. Exactement. C'est un vrai boulot qui commence le matin au réveil et qui se termine le soir et qui même dure toute la vie parce qu'on sait que les besoins, les émotions sont liées. Donc on sait qu'une émotion qui est désagréable, qui va se déclencher chez un enfant ou chez un adulte, ça veut dire qu'un besoin n'est plus satisfait. Ça peut être un besoin de câlin, un besoin de contact, un besoin d'attention, un besoin de boire, tout simplement. Il y a les besoins physionomiques d'ailleurs qu'on oublie souvent, les besoins essentiels. Boire, manger, etc., quoi. Dormir. Ah oui, dormir, c'est vrai. Ah oui, c'est quoi déjà quoi. C'est quoi déjà Tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. Complètement d'accord. Effectivement.
Donc Romuald, j'espère qu'on a répondu à ta question. Est-ce que tu as des questions de ton côté? Alors déjà, moi j'ai plein de gens trop choux qui mettent qu'on est les deux personnes préférées de la plateforme pour ces personnes-là, donc merci, c'est trop mignon. Merci. Et j'ai juste mes émotions sortent plus vite que ce que je crois. J'arrive pas à poser et à souffler. Alors il y a un truc qui s'appelle aussi la PNL, donc c'est la programmation neurolinguistique. Dans ce mot un peu barbare, en fait, il y a aussi un truc tout simple. C'est le pouvoir des pensées en fait. C'est pas pour faire un peu spirituel machin nana, on s'en fout, mais c'est vraiment important de se rappeler qu'on est un tout. On est un corps, on est un esprit aussi. Et plus je me dis que je vais pas y arriver, plus effectivement je ne vais pas y arriver. Donc c'est important aussi quand on est dans la parentalité positive, et c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est un état d'esprit. C'est pas juste je vais être gentil avec mon enfant, mais par contre le reste de la population, j'ai juste envie que tout le monde brûle quoi. Donc c'est vraiment important de se dire ok là, oui des fois il y a des gens voilà on peut c'est physique on peut pas, mais à un moment donné il faut aussi se rappeler que nos pensées font beaucoup de choses et nous empêchent aussi finalement de faire des choses. Donc on se dit pas que non j'y arrive pas, mes émotions prennent le dessus, etc. C'est peut-être un état de fait aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que ce sera vrai encore demain. Et plus vous travaillez justement sur vos pensées, plus vous arriverez à vous détacher de peut-être aussi des étiquettes qu'on vous a mises en disant ah bah de toute façon toi t'étais une tête de mule, regarde aujourd'hui ton enfant c'est une tête de mule aussi. Il n'y a pas d'intérêt finalement à dire ce genre de choses et au final ça vous enferme dans quelque chose dont vous n'arriverez pas à sortir. Donc pour moi ça c'est aussi important de travailler sur ses propres pensées pour arriver à construire quelque chose et pas à se détruire finalement tout seul. Ce que tu disais tout à l'heure d'ailleurs. Alors, Voilà. en PNL, il y a ce qu'on appelle l'ancrage. Oui, Et en aussi. fait, ce que tu dis là, le fait d'avoir des pensées qui sont plus ou moins négatives va justement déclencher un ancrage positif ou négatif. Alors, quand c'est positif, ça va pas créer d'émotions désagréables. En revanche, si c'est un ancrage négatif, ça va créer des émotions désagréables. Je C'est prends un ça. exemple. Là, il va y avoir la rentrée scolaire bientôt. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas forcément des bons souvenirs de rentrée scolaire parce que peut-être que nos parents étaient hyper stressés à ce moment-là, peut-être que la rentrée ne s'est pas forcément très bien passée, et on a peut-être comme ça beaucoup de pensées parasites par rapport à la rentrée scolaire, et ces pensées-là vont se transformer en émotions, et les émotions vont se voir du point de vue de notre corps, parce que physiologiquement, bah, on va être stressé, on va peut-être se ronger les ongles, etc. Nos enfants vont assister à ça, ce qui veut dire que nos simples pensées et nos simples souvenirs d'un événement qui ne nous a pas plu va déclencher chez notre enfant des comportements qui lui n'avaient pas au départ en fait. Ce qui veut dire, et on revient sur ce qu'on disait, le fait de vérifier et observer nos pensées, celles qui sont un peu problématiques, notamment par exemple la quête de la perfection, qui peut nous mettre une pression inutile en fait, et observer ces pensées et se dire finalement, bah, ces pensées, est-ce qu'elles sont vraiment indispensables? Est-ce qu'elles créent des émotions agréables ou pas? Et vérifier si ces pensées sont rationnelles ou pas rationnelles en fait quoi. Et se dire j'en ai besoin, j'en ai pas besoin. Et là par exemple la rentrée scolaire, je peux déjà verbaliser ce que moi, comme parent, j'ai pu rencontrer comme problématique quand j'ai été enfant et que ça s'est plus ou moins bien passé, et se dire maintenant, ok, ben ça fait partie du passé. Je viens de verbaliser ce qui s'est passé à l'époque. J'ai plus besoin d'encombrer ma vie déjà avec ça. Ouais. Et en plus, mon enfant, il est en train de faire sa propre expérience. C'est pas la mienne, quoi. Donc en fait, il y a de fortes chances que ça se passe complètement différemment et que moi, avec mon action et avec mes pensées, j'agisse comme ça. Donc c'est important, effectivement, comme tu disais, les pensées. Et nous, alors je pratique la pleine conscience, moi, du coup. Quelque chose qui permet, alors c'est pas un truc sorcier, c'est pas ésotérique ou quoi que ce soit. Il s'agit simplement de s'arrêter quelques instants dans la journée, ou même avant de crier ou avant d'avoir un comportement, et de se dire, mais c'est quoi le jugement et c'est quoi la pensée qui est à l'origine de ça, là? Il suffit juste de ça, de faire une pause et de se dire, par exemple, on m'a dit, et j'arrête pas de penser finalement que mon enfant est en train de me chercher. Mon enfant, il me provoque. Mon enfant est un enfant roi. Ces trucs-là, on me les a mis dans la tête peut-être depuis l'enfance. Et donc, tous mes comportements sont des comportements défensifs par rapport à mon enfant. Et je crains qu'ils deviennent comme ça. Et quand je crains ça, eh ben moi-même, j'ai des comportements qui vont être plutôt dans l'agressivité, l'attaque-défense, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus cool que ça, et que sans jugement, on se comporte de manière plus libre, en fait. C'est génial. J'adore ce que tu dis parce que... J'ai beaucoup parlé. Ah mais ça vibre complètement en moi, j'adore. Mais c'est exactement ça. Et l'ancrage positif, c'est important. Moi, je suis aussi hypnothérapeute à côté. Je me suis formée à ça. Je suis maître praticienne en hypnose. Et c'est vrai que l'ancrage positif,
C'est hyper important et on se rend pas compte finalement des bienfaits que ça fait. Et c'est pas juste faire la méthode Coué et se répéter je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien et passer à autre chose. C'est vraiment tout un système qu'on met en place dans notre vie. Et en fait c'est vraiment pour se faire du bien en fait. Donc il y a vraiment pas de mal à faire Oui. ça et ça peut pas vous faire de mal que d'avoir des ancrages positifs et des pensées positives. Et vraiment de faire le tri dans tout ça en fait. Donc ça c'est Et hyper attention aux important. étiquettes. Attention aux étiquettes, comme tu Oui. disais. Là, par exemple, tu vois, donc je lis les commentaires. À partir du moment où vous posez une étiquette sur un enfant, que par exemple vous dites il est sage, Mm. ça peut paraître une Mm. étiquette positive, mais en fait ça ne l'est pas. Toute étiquette a un problème en fait, Ouais. comporte un problème. Mm. Ou alors cet enfant est colérique. Quand on fait ça, on est en train d'auto-valider une croyance. Et en plus de Mm. ça, on est en train de dire à l'enfant, tu es comme ça, mon gars, et tu seras comme ça toute ta vie. Ça veut dire que l'aspect colérique, tu vas y faire allusion à 40 ans, à 50 ans, parce qu'en fait, on t'aura dit que tu étais colérique, on t'aura dit que tu étais timide, on t'aura dit que voilà, ton état était figé, en fait, quoi. C'est pour Mm. ça qu'il vaut mieux éviter de mettre une étiquette sur les enfants ou même sur les personnes et de se concentrer sur les actes. Un enfant qui Exactement. fait tomber, je sais pas si tu me dis si c'est juste ou pas, Non, non, c'est un juste, c'est enfant juste. qui, un enfant qui fait tomber quelque chose, on va peut-être avoir tendance à dire ah là là, il est maladroit. Mm. Et donc en faisant ça, l'enfant va entendre dire ok, j'ai fait tomber quelque chose, donc je suis maladroit. Et en fait, en faisant ça, il va commencer à se forger sa croyance comme quoi il est maladroit. Et ses comportements vont venir coller à cette pensée qu'il est maladroit. Ça veut dire qu'il Mm. va être plus maladroit, si on veut, ou en tout cas, il fera preuve de plus de maladresse Mm. qu'un enfant qui n'a pas eu cette étiquette-là. Donc autant éviter de juger. Total. Qu'est-ce que tu en penses? Totalement. Complètement d'accord. Et d'ailleurs, je reviens sur un sujet que j'aime bien, mais enfin que j'aime bien, que j'aime pas, mais qui existe, qui est l'adultisme. Et effectivement, un adulte, on se permettrait pas, s'il renverse un verre, de lui dire, mais c'est pas possible, mais t'es maladroit, mais tu sais rien faire de tes doigts, c'est pas croyable d'être comme ça. Et alors qu'un enfant, on va vraiment être plus facilement dans l'attaque avec lui, parce qu'on va Oui. rien lui autoriser en fait. En fait, c'est l'inverse, on va tout lui interdire. Et du coup, il a pas le droit à l'erreur, etc. Et ça fait encore partie de ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais du fait plaisir. C'est les fameux Oui. programmes qu'on nous donne inconsciemment dans nos têtes. Entre autres, il y en a 5 en tout. Mais effectivement, le fait plaisir et le soi parfait, c'est des choses Les qu'on, drivers. voilà, les drivers ou messages contraignants aussi en français. Mais c'est vrai que c'est des choses hyper importantes à connaître et finalement, c'est des choses qui sont pas très connues en fait. Et quand on s'en rend compte, eh bien, ça participe au fait qu'on puisse s'en détacher un peu plus. Et Oui. effectivement, le sois sage, en fait, c'est terrible parce que ça veut dire que l'enfant, il est reconnu que dans sa sagesse, que quand il est un gentil petit enfant soldat, quoi, et qu'il obéit et qu'il dit rien et qu'il dérange personne. Et ça inclut dans sa tête que, ah bah oui, donc je dois être sage, donc je dois rien dire, donc, ah oui, c'est comme ça que mes parents m'aiment, donc, en fait, c'est horrible parce qu'on se dit, ah, mais on le dit gentiment et tout, et en fait, ben, ça peut inclure d'autres choses. Vas-y. En fait, le soitage, c'est je t'aime parce que tu te comportes comme ça. C'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle l'amour conditionnel. Mm. Et quand un enfant pense qu'il est aimé conditionnellement, déjà, il manque d'estime de lui-même. Parce qu'en fait, il est pas l'amour inconditionnel plutôt, c'est-à-dire je t'aime parce que tu es toi, je Mm. t'aime quoi que tu fasses, c'est la base de l'estime de soi. Ouais. Si on n'a pas eu cette base quand on était enfant, ben on va avoir quelques difficultés même à l'âge adulte puisque l'estime de soi va être déficiente. Et il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, il y a des expériences qu'on ne voudra pas mener parce qu'on n'osera pas, il y a Mm. des personnes qu'on ne voudra pas rencontrer parce qu'on n'aura pas peur de les rencontrer. Bref, notre estime de soi sera défaillante. Ce qui veut dire qu'il faut éviter ce genre de choses, de dire, de faire comprendre à l'enfant, et c'est pas évident, hein, parce que nous, bien souvent, on a été éduqués comme ça, de faire comprendre à l'enfant, quelles que soient les erreurs que tu fasses, ben, Mm. je t'aime quand même, c'est comme ça. Je t'aime parce que tu es toi, en fait. Et Exactement. éviter de faire comprendre à l'enfant, si tu n'es pas sage, ou en tout cas selon mes critères de ce qui est sage, eh bien en fait, je te retire mon attention, je te retire mon amour. Mm. Et ce truc-là, on le fait parfois inconsciemment. Et l'enfant, on le voit, il se sent mal parce que c'est en fait l'amour qu'on lui porte, c'est ce qui est le plus important pour lui. Donc quand il a des signes de désamour, il se sent hyper mal. Mm. Et là, il peut même avoir des comportements, comme on évoquait tout à l'heure, pour regagner cet amour de quelconque façon. On appelle ça les objectifs mirages en discipline Mm. positive Mm. notamment. Exactement. Donc, alors si tu veux bien, on va répondre à quelques questions. Oui. Euh, alors attends. Alors par exemple, j'ai peur d'être maman car j'ai peur de reproduire ce que j'ai vécu inconsciemment. Mm. Qu'est-ce que tu en penses?
cette peur? Moi, ce que j'en pense, alors déjà, être maman, c'est un choix très personnel. Il faut écouter personne. C'est juste soit est-ce que je suis OK pour le devenir et est-ce que je suis prête à faire ce qu'il faudra pour justement ne pas reproduire. Après, s'empêcher de le devenir parce qu'on a trop peur de reproduire, je trouve que c'est en fait dommage parce qu'on passe à côté peut-être de quelque chose qui souvent est plus fort que nous en fait. On a envie d'être parents pour plein de raisons qui sont très personnelles, qu'on ne peut pas juger. On a envie de pas être parent pour plein de raisons qui sont personnelles et qu'on peut pas juger non plus. Ça, c'est vraiment des choix très personnels. Maintenant, si c'est cantonné au fait qu'on ait vécu une enfance douloureuse et qu'on n'a pas envie de reproduire, il y a vraiment rien dans l'univers où il y a écrit tu vas reproduire parce que tu as vécu ça. C'est ok, mais vas-y Jeff. Donc ça, c'est une page vierge. En Yes. fait, quand on est J'adore. parent et quand on hérite enfin, on va forcément hériter d'un bagage, que ce soit héréditaire ou quoi que ce soit, et on va aussi être Mm. surconditionné. On a été exposé à un modèle d'éducation, et c'est normal d'avoir peur, en fait, de vouloir reproduire un modèle qui peut-être nous a déclenché de la douleur et de la souffrance. Mm. C'est tout à fait normal, c'est même un signe de santé mentale, parce qu'en fait, on ne veut pas faire du mal à autrui. Là, c'est une chose. Et c'est pour ça qu'on a souvent besoin de quelqu'un d'ailleurs pour nous accompagner dans cette démarche, parce que c'est quelque chose qui est parfois tellement intime Mm. que d'aller vraiment remettre en cause l'éducation qu'on a reçue, parce que ça crée un conflit de loyauté. C'est comme si on disait à nos parents, mais attendez, là, en fait, j'ai souffert pendant qu'on était en train d'interagir ensemble, quoi. Et moi, je m'en suis pas rendu compte. Vous m'avez dit que c'était pour mon bien. On m'a dit que c'était comme ci, comme ça. Donc il y a des croyances qui se sont cristallisées, et surtout, parfois, nous, en tant qu'enfant, on s'est dit que c'était nous le problème, en fait. Mm. Donc, c'est bien de se dire, il y a une feuille, au départ, si je veux être parent, cette feuille elle est déjà remplie, elle n'est pas vierge. Mm. Donc, ça nécessite déjà d'avoir un effaceur et de voir toutes les croyances que nous avions et qui sont problématiques pour la suite. Parce qu'en fait, comme tu le disais, être mère ou être père, ça part vraiment d'un besoin, d'une envie. Même, non, c'est pas d'un besoin, c'est pas d'une envie, hein. Mm. C'est même plutôt un besoin. Et c'est surtout la prise de conscience que c'est quand même une grosse responsabilité. Une responsabilité à prendre et à mesurer vraiment. On veut dire, on ne va pas devenir parent, par exemple, pour qu'un couple continue à être ensemble. C'est pas Mauvaise pour ça idée. qu'on va. Donc, du coup, c'est bien de prendre de la distance et de se dire, être père ou être mère, ça représente quoi, en fait, Mm. pour moi. Et est-ce que moi, je me suis déjà assez occupé de moi? Est-ce que j'ai réglé beaucoup de blessures, etc., pour être prêt, justement, à accompagner suffisamment bien un enfant? Mais en fait, le côté suffisamment bien, c'est aussi un jugement. Parce qu'en Mm. fait, quand on est Aussi. parent, il faut se rendre compte que des erreurs, on en fait plein. Et qu'en fait, parent, on ne peut pas se préparer à 100%. C'est pas comme une formation et un diplôme. Ça n'existe pas d'ailleurs, une formation ou un diplôme. Et c'est pour ça que ton métier est important. C'est pour ça que le métier de psychologue est important. Parce qu'en fait, c'est aussi avoir être humble et se dire j'ai Mm. besoin d'aide. C'est ça. Et je ne peux pas le faire tout seul, c'est pas possible. Lire des livres, assister à des formations, etc., ça ne suffit pas. Mm. Ce qui est encore pire, c'est d'écouter tous les avis autour. Parce que là, du coup, être parent, en écoutant tous les avis autour, on se fait même plus sa propre idée de la chose, en fait. Mm. Mm. Mais je crois que la véritable chose, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est s'occuper déjà de ses besoins, de ses émotions à soi, voir ce qui dérange dans le passé, ce qui peut devenir un blocage, ce qui peut être un blocage, Mm. et s'occuper déjà de ça. Et une fois qu'on s'est occupé de ça, c'est avoir un esprit plus clair et une analyse plus claire sur vraiment ce qu'on a envie de faire et vraiment ce qu'on a envie d'avoir comme expérience avec notre enfant. Mais ça Mm. se prépare vraiment des jours, des mois avant de devenir parent, en fait. Mm. C'est vraiment une décision qui vient du cœur, mais qui vient aussi de la tête, puisque ça Mm. vient venir mettre en évidence quelques blocages qu'on a peut-être cumulés depuis des années, quelques souffrances qu'on a pu cumuler quelques années. Qu'est-ce que tu en dis? Parce que là, j'ai Complètement l'impression de faire d'accord. une conférence, Marine. Donc, Je peux avoir un autographe? ok, après la conférence, Marine. Ça marche. Non, non, mais j'adore et je bois tes paroles et je pense que les spectateurs aussi, mais complètement. Et j'adore partir de ce postulat. Moi, en tant que coach, et je pense que c'est hyper important quand on est coach de faire ça, c'est de se rappeler que je sais que je ne sais rien. En fait, c'est vraiment la phrase type. Personne ne sait rien finalement. On essaye de trouver des solutions grâce à ce qu'on connaît en fait, donc les neurosciences, tout ça, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais quand je coach des parents, je pars d'une page blanche, moi en l'occurrence, tu vois, et je mets tout par écrit de quelle a été justement l'enfance des parents, ce qui pourrait expliquer, mais c'est pas parce que ça s'explique que ça s'excuse, comme dirait Tevi Cohn d'ailleurs, que j'adore et que je salue. Et du coup, faut pas oublier ça, c'est que
on a effectivement chacun des bagages et j'ai envie de dire même l'enfant quand il naît, il ne naît pas vierge enfin voilà, c'est pas une page blanche. Il a aussi son bagage transgénérationnel qui vient avec. Donc ça, il faut être prêt aussi à ça. Et je pense que dans tous les cas, quand on est parent, il y a forcément un moment donné où on fait une introspection sur soi-même. On peut pas ne pas le faire. Ou alors, on refuse de le faire. Et dans ce cas-là, on fait un peu comme ça vient et on se débrouille. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'à un moment donné, on est quand même obligé de faire une petite pause sur soi-même, sa propre enfance, sa propre relation avec ses parents. Et ça, c'est hyper constructif justement d'aller sur ce terrain-là, même si ça peut faire peur, pour vraiment un peu exorciser aussi certaines choses qu'on aurait pu mal vivre. Voilà, si vraiment on n'a plus envie, justement, comme dit, de reproduire, il n'y a aucune raison qu'on le refasse, en fait. Mais si c'est une crainte, il faut aller chercher du côté crainte, alors. Côté Tout à peur. fait. Voilà. Je suis en train de lire un message sur la culpabilité. Ah, yes. Notamment, alors la culpabilité fait partie de notre vie de parent et fait partie de notre vie d'humain en général. Mm. Et c'est tout à fait sain tant qu'elle n'est pas toxique. Je m'explique. En fait, la culpabilité, on peut être amené à la ressentir quand quelqu'un va proférer une parole ou quoi que ce soit, ou devant un acte. Mais on peut aussi la ressentir de manière un peu démesurée quand on va regarder une vidéo, notamment sur la parentalité. Alors qu'en vérité, il n'y a pas de jugement dans la vidéo, ça reste un support vidéo par exemple. Mm-mm. Mais comme on a déjà des blessures, on a déjà des doutes et on a une culpabilité latente, en fait, ce qu'on va voir, et en plus on a été habitué à être manipulé par la culpabilité aussi, genre c'est à cause de toi que je me sens mal, c'est à cause de toi que ça va pas dans ma vie. Ça, on l'a déjà entendu. C'est à cause de toi que je me sens mal, etc. Et cette culpabilité est devenue pratiquement un fonctionnement. Et quand on va être exposé à des sources, même neutres, et souvent ce sont des sources neutres, parce que c'est nous qui posons le jugement sur le truc, eh ben on va ressentir de la culpabilité. Mais c'est pas la culpabilité de la vidéo, c'est la culpabilité qu'on a déjà en nous, en fait. Et c'est important d'aller voir d'où vient cette culpabilité. Et culpabiliser, c'est une sorte de c'est un truc qui nous donne moyen d'avoir du self-control. En fait, la culpabilité, c'est un moyen de ne pas blesser autrui. Si elle est mesurée, la culpabilité, elle est saine. Je me sens coupable par anticipation avant de commettre un acte. Parce que cet acte peut causer du tort à autrui et même à moi. Donc la culpabilité, il faut aussi l'écouter. Là où c'est dramatique, c'est quand elle est trop forte. Si elle est trop forte, ça peut être que, c'est ce que j'évoquais, c'est peut-être que justement quelqu'un, dans notre enfance, dans notre vie, utilise la culpabilité beaucoup trop pour nous manipuler. Donc il faut se poser aussi la bonne question. Qu'est-ce que tu en penses de cette notion de culpabilité ? Alors moi souvent ce que je dis au niveau de la culpabilité c'est que de toute façon ça vient de soi. Moi je culpabilise pas pour la même chose que toi par exemple tu vois et donc ça veut bien dire que c'est quelque chose qui est en nous. Si moi demain je le dis souvent cet exemple-là mais j'aime bien le répéter c'est si je regarde une vidéo d'Hugo Clément sur l'environnement et que je me dis putain voilà j'ai encore pas trié mes déchets je suis une grosse merde à cause de moi la planète elle meurt. Je fais quoi là en fait pour faire en sorte que la planète ne meure pas. Ça va moi me permettre de rehausser mes valeurs et mes actions en fait. C'est vraiment la confrontation entre mes valeurs et mes actions. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi je le fais pas et qu'est-ce que je pourrais faire justement pour aller à la rencontre de mes valeurs et agir pour ça et pas juste me culpabiliser en disant ah bah ça me culpabilise, je swipe Hugo Clément et puis je regarde Trump parce que lui il est climato-sceptique. Enfin je dis une grosse connerie mais voilà c'est pour vraiment énormiser le machin et comme ça au moins lui il me fait pas ressentir cette culpabilité là. Mais ça c'est pas agir pour aller avec nos valeurs. Donc ça montre bien qu'il y a quelque chose qu'on aimerait atteindre et qu'on n'arrive pas, soit parce que parfois on se met trop de pression aussi. Je dis pas que demain je vais faire Greenpeace et aller sur les bateaux de croisière et faire des... J'aimerais bien, voilà, j'ai vu plein de reportages et je suis ravie de ce qu'ils font, des actions qui sont faites. Je vais essayer d'agir au moins à mon niveau et faire quelque chose. Maintenant, si ça concerne la parentalité, encore une fois, ce que je peux me demander aussi, c'est est-ce que ça me semble réalisable pour moi ? Si quand j'entends un conseil et que ça me pique, eh ben je vais aller chercher pourquoi ça me pique en fait. Au lieu de dire ah bah c'est de ta faute, c'est de toi, t'es méchante, c'est parce que tu me fais culpabiliser. Mais en fait moi je fais rien du tout. Je donne juste des informations et toi aussi papa positive, tu le fais aussi et je sais que tu reçois aussi des messages comme ça. Mais c'est pas de notre ressort que de faire ressentir de la culpabilité à quelqu'un. C'est de personne en fait. Personne ne peut vous faire ressentir cette émotion. Vous êtes les seuls maîtres à bord de vos émotions.
Et C'est ça. ça, c'est un des plus grands trucs que vous pouvez apprendre au niveau des émotions, c'est ça. C'est vous qui pouvez décider. Alors évidemment, il y a toujours des petites choses qui sont là, comme les hormones, etc., qu'on peut pas toujours décider. Mais dans ce cas-là, il faut se faire accompagner. Il faut en parler. Il faut pas rester seul face à ses problématiques et face à sa culpabilité. Mais encore une fois, c'est un message. C'est quelque chose que votre corps vous envoie pour vous dire attention, là, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, il Oui. faut l'écouter. Il faut pas juste se dire, OK, ben, je swipe la personne qui me fait ressentir ça parce que ça me convient pas. C'est dommage, en En fait. fait, c'est quand c'est récurrent et Mm. quand ça dure longtemps qu'il faut essayer de trouver de l'aide, peut-être extérieure, parce que parfois on ne peut pas trouver les réponses nous-mêmes. En fait, nous-mêmes, on se juge par rapport à nos propres croyances, mais parfois on n'a pas l'information. Et quelqu'un d'autre va venir nous aider en nous disant ah, mais tiens, c'est peut-être ça en fait. Ouais. Alors, si tu peux bien, on va revenir sur un sujet plus pratique. Mm. Euh, je lis donc Cindy qui nous pose la question. Donc, mon fils va avoir 2 ans et il n'arrête pas de faire ce qu'il n'a pas le droit de faire. Est-ce normal? Déjà, normal. Ouais. Est-ce normal de se demander si c'est normal déjà? Alors moi, j'aime bien parler de la relation entre ce qui est normal et ce qui est naturel. Parce Oui, que d'un seul coup, ça nous redonne encore une fois, moi j'aime bien qu'on soit un peu maître de nos vies et qu'on comprenne les choses de manière pragmatique et que du coup on se dise, bah, mon enfant il a 2 ans et demi, est-ce qu'il y a des gens dans l'assemblée là qui ont des enfants de 2 ans et demi qui peuvent nous dire si ce comportement-là existe en fait et est-ce que c'est universel ou est-ce que il y a que Cindy qui est en train de le vivre et je oui, suis quasiment persuadée que tout le monde va dire ah mais moi aussi moi aussi moi aussi c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs aussi dans les lives bah c'est ça hein, c'est on se rend compte qu'en fait on n'est pas seul on peut se sentir seul dans sa parentalité ça c'est vrai mais en réalité tout le monde vit quasiment tout le temps les mêmes choses en fait et donc 2 ans et demi un enfant qui fait exactement l'inverse de ce qu'on a demandé c'est un comportement naturel pour l'enfant parce que ça dépend aussi de comment on lui dit les choses. ça C'est-à-dire c'est que, voilà. Oui, voilà, si tu veux enchaîner là-dessus, vas-y Jeff. justement, tout à fait. En fait, c'est la forme qui compte beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit à un enfant ne fais pas ça, alors il y a un truc au niveau du cerveau, il faut le savoir, les enfants n'ont pas une capacité d'inhibition qui est naturelle. Quand je Mm, dis inhibition, ça veut dire que quand on leur dit ne fais pas ça, ça implique l'inhibition, ça veut dire qu'on est obligé de s'imaginer ce qu'on dit mm, faire et mettre une croix dessus. exactement. Et ça, c'est pas évident en fait. Même pour les adultes, c'est pas évident en fait. Mm, Il vaut mieux dire à un enfant ce qu'il a le droit de faire, c'est-à-dire tu as le droit de marcher à ce niveau-là, au lieu de lui dire tu n'as pas le droit de courir mm. à ce niveau-là. Quand tu lui dis tu n'as pas le droit de courir, l'enfant, il va retenir courir. Et donc, il va courir. Quand on lui dit tu as le droit de marcher, et même si on détaille, on peut même marcher main dans la main, Mm. on l'aide à avoir cette image mentale de l'action, et il va pouvoir la reproduire plus facilement dans la réalité. Donc déjà, ce qui est important, Cindy, c'est de lui dire plus souvent ce qu'on attend vraiment, et pas ce qu'on n'attend pas. C'est-à-dire, Mm. ne fais pas ça, on va essayer de l'oublier, on va essayer de transformer cette phrase en je m'attends à ce que tu fasses ceci. Je voudrais, s'il te plaît, que tu fasses ceci. Et C'est on va ça. lui demander, en plus, s'il a compris ce qu'on lui a dit. Qu'est-ce que tu as compris de ce que je viens de dire? C'est ce qu'on appelle un feedback. Mm. Et en fait, l'enfant va souvent nous dire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de lui dire. Donc, du coup, il va C'est ça. falloir peut-être le dire différemment, le dire en jouant, le dire en changeant de voix, Mm. ou utiliser des jouets, par exemple des marionnettes, tout ça, pour que l'enfant s'amuse et comprenne ce qu'on lui dit. Ce qui est sûr, c'est qu'un enfant ne va pas appliquer tout de suite ce qu'on va lui dire. Mm. En fait, j'ai entendu quelqu'un discuter de ceci sur une émission, disant je ne me répète jamais. Et dans cette émission, effectivement, il était question de discipline notamment, et quand on dit déjà je ne me répète jamais, ça veut dire qu'on n'est pas forcément dans une voie douce d'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, si on n'a pas à se répéter avec lui, c'est T'as qu'il y a pas le droit à peut-être une l'erreur, notion quoi. de peur, Mm. il y a une notion de peur et d'intimidation. Un enfant, quand on lui dit quelque chose et qu'on lui fait peur, il va pas reproduire parce qu'il va se conditionner. Mm. Donc il va pas reproduire ceci. Sauf que le conditionnement, lorsqu'on dit à un enfant et qu'on lui fait peur, on lui crie dessus, il apprend pas. Parce qu'en fait, quand on fait ça, il ressent de la peur, il ressent du stress, et ça, pour son cerveau, c'est pas bon du tout, en fait. Mm. C'est-à-dire que ça va venir parler à son amygdale cérébrale, donc le stress, mais ça va pas venir parler justement aux zones du cerveau pour l'apprentissage. L'apprentissage, le meilleur moyen d'apprendre, ce sont les émotions agréables, c'est l'amour, c'est le contact. Donc à partir du moment où on crie ou qu'on fait peur à l'enfant de manière récurrente, eh bien du coup, ce n'est pas une bonne voie d'apprentissage.
Donc pour revenir sur cette question du droit, donc parler plus positivement, dire ce qu'on attend. Tu me dis si tu es d'accord avec moi. Complètement d'accord. Et deuxièmement, effectivement, si on s'apprête à enfoncer des messages dans la tête de l'enfant, malheureusement par force, ça ne marchera pas. Parce que l'enfant va pas apprendre, il va juste réagir par rapport à ce qu'on lui dit, il va se conditionner. Mais en fait, quand il sera dans une autre situation, il ne sera pas capable de réagir parce qu'il n'aura pas appris à réfléchir. Et en plus, il y aura des petits traumas qui vont se cumuler comme ça. Donc il vaut mieux, et c'est pas évident, attention, on l'a dit tout à l'heure, quand on ressent beaucoup de stress, on est tenté de crier. C'est pas évident de se contrôler. Mais nous, l'avantage en tant qu'adulte, c'est que cette zone du cerveau qui est ici, le cortex préfrontal, elle est opérationnelle chez nous depuis 25 ans, depuis qu'on a 25 ans. Ça reste théorique, bien sûr, hein, mais en gros, à 25 ans, on est capable de pouvoir réguler nos propres émotions d'adulte. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'enfant, forcément, puisque l'enfant, quand il naît, son bagage intellectuel et neuronal n'est pas opérationnel. C'est que vers 6-7 ans, il va commencer à y avoir l'âge de raison, notamment, donc il va arriver un peu mieux à réguler ses émotions. Et après, c'est toute la vie, notamment avec des rechutes à l'adolescence, parce qu'avec le côté hormonal, etc., les adolescents ont parfois des comportements d'enfants dans une phase d'affirmation, parce que justement, ils sont complètement débordés par leurs émotions, ils sont dans l'impulsivité, etc., etc., mais on en parlera plus tard. Donc Cindy, pour finir ce sujet, la forme et le fond, c'est-à-dire qu'on va dire à l'enfant plutôt ce qu'il a le droit de faire, on va aussi s'assurer qu'il est dans un état émotionnel correct, parce qu'en fait, un enfant qui ressent de la colère ne peut pas écouter. Qu'est-ce que tu en penses ? Complètement d'accord. C'est pas possible, effectivement. Parce qu'en fait, quand il est en colère, cette partie dont je parlais tout à l'heure, qui permet de faire preuve de logique, d'empathie, de réflexion, elle est court-circuitée. C'est l'amygdale qui prend le pas, c'est le cerveau émotionnel qui est devant. Et d'ailleurs, essayez vous-même, quand vous êtes en colère, de pouvoir prendre une décision ou réfléchir à un saut de coup. Je peux vous assurer que vous n'y arriverez pas. C'est ça. Donc, on est souvent figé aussi, finalement. Ouais. C'est ça, exactement, tout à fait. Donc Cindy, j'espère qu'on a répondu à la question. Donc 2 ans, c'est tout à fait normal qu'il n'écoute pas, si on n'écoute pas entre guillemets, et qu'il en fasse qu'à sa tête, parce qu'en plus, il entre dans la phase d'affirmation. Ça, c'est un 3e point d'ailleurs. La phase d'affirmation, c'est que l'enfant, il prend conscience que c'est une personne individuelle. Et il a besoin d'autonomie. Donc ça veut dire que quand il dit non à quelque chose, en fait, ça veut dire qu'il veut faire à sa façon. Et là, à nous d'être un peu malins, d'être un peu astucieux, et justement de lui permettre de faire des choses qui répondent à ses besoins et de faire à sa façon. Par exemple, il n'est pas obligé de s'habiller dans l'ordre qu'on lui a indiqué. S'il veut s'habiller différemment et mettre un habit à la place d'un autre, il peut le faire, par exemple. Je sais pas, tu as des questions souvent récurrentes sur ça ? Sur le fait qu'à 2 ans et demi, on dise non, qu'on soit... oui, ça m'arrive souvent. D'ailleurs, là, tout à l'heure, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui parlait du Terrible 2. Alors, c'est vrai que ça a un peu la dent dure, ce truc-là. Moi-même, j'avais fait une vidéo l'année dernière sur ça, sur YouTube, parce que c'est un mot... Enfin, c'est une expression qu'on connaît, donc du coup, on sait de quoi on parle. Malheureusement, il faudrait effectivement commencer à peser nos mots et à nous dire, en fait, il n'y a pas de terrible 2, il n'y a pas de fucking for non plus. À chaque fois, sur chaque période un peu compliquée, on a envie de mettre un mot en disant, bah, c'est la faute de l'enfant, il est comme ça, et voilà. Et c'est dommage parce qu'en fait, on rejette tout le temps. Encore une fois, on est dans le rejet de nos responsabilités et de se dire, bah, en fait, c'est l'enfant. Et moi, je dois faire avec un enfant compliqué. Et voilà. Ça a bloqué un peu. Ouais, désolé. Ça, sur la lune. Est-ce que c'est bon ou pas ? Je suis avec vous ? Ouais. Vous m'entendez ? Puis et du coup, j'avais plus de. C'est bon ? J'avais plus de réseau. C'est bon ? Et je sais plus ce que je disais. Ouais. En fait, alors là, en fait, t'as comme si tu étais en train de re-uploader une vidéo. Donc là, pour l'instant, c'est pas tout à fait en direct encore. Zut. Attends. Ah si, ça y est. Dis, vas-y, chante-nous un truc. La la li la la. C'est bon, c'est en direct. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra. Je voulais être chanteuse aussi, donc si jamais. C'est ça. Donc oui, dans 2 ans et demi, un enfant. C'est offert par Marine. La famille Tortue, merci, on a reconnu. 2 ans et demi naturel, un comportement naturel à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans. Tout ce que vous voyez chez vos enfants, c'est souvent naturel. Si vraiment il y a des choses où vous dites il y a un truc qui va pas,
eh ben n'hésitez pas à aller sur des groupes parentaux aussi déjà dans un premier temps, à vous renseigner, à voir si d'autres personnes pensent comme vous, si d'autres personnes vivent la même chose que vous, et ça va vous rassurer dans un premier temps. Après, ben du coup vous pouvez aller plus loin et faire, aussi aller vous renseigner sur Papa Positive. Hein. Il y a plein de ressources déjà qui sont hyper intéressantes chez lui. Et ensuite, on peut aussi aller plus loin et faire un coaching évidemment. Et qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Évidemment. Et voilà, donc ça peut être faisable aussi. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ça se résout parce que c'est naturel en fait. Et l'accompagnement empathique va permettre de réajuster ça de façon non violente en fait. Tout ça, c'est vraiment tout l'enjeu de la discipline positive finalement, c'est de se dire comment je vais faire sans être dans la réactivité, sans être dans toujours l'affront, parce que parfois on se dit mon enfant il est opposé à moi, mais en fait c'est nous qui nous opposons à lui. Et une phrase que j'aime beaucoup aussi, c'est toujours se dire que c'est moi et mon enfant contre la problématique qu'on est en train de vivre, et c'est pas moi contre mon enfant. Ça, c'est vraiment une phrase qui remet du lien et on se dit, je vais pas me déconnecter de mon enfant juste parce que ce qu'il est en train de faire, ça va pas. Et encore une fois, on en revient à l'amour conditionnel ou inconditionnel. Hein. C'est moi quand je suis fâchée contre mes enfants, par exemple, si à un moment donné, je sais pas, mon fils il va avoir un comportement qui me plaît pas, je vais lui dire par contre là, je suis fâchée contre toi. Mais même si je suis fâchée contre toi, je t'aime. Ça n'enlève pas le fait que je t'aime et que je suis folle de toi. Mais là, je suis fâchée. Donc c'est pas ok de faire une activité avec toi. C'est pas ok de continuer un jeu parce que là, moi, je suis trop fâchée. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime plus. Donc vraiment, je pense que c'est des phrases où faut un peu les parsemer et ne pas le dire que quand ça nous arrange. Pas le dire juste parce que mes enfants se font un câlin, donc je leur dis que je les aime. Évidemment que c'est génial de faire ça, mais pas oublier que aussi dans les moments difficiles, ils ont besoin d'entendre qu'on les aime et que c'est pas parce qu'il y a un moment difficile que d'un seul coup l'amour il est enchaîné et c'est fini quoi. Voilà. Oui, donc, tout on à continue fait. à les accompagner. En fait, c'est ce que tu dis, c'est effectivement rappeler de toute façon régulièrement et surtout le montrer parce que c'est bien beau de rappeler, dire je t'aime, mais il y a Bien souvent sûr, les gestes. bien sûr. Et dire je t'aime, c'est partager un moment avec l'enfant, c'est effectivement peut-être faire un câlin, l'écouter simplement ou rester juste avec lui. Parce que des fois, il n'a pas besoin de beaucoup plus. Ou alors, lui donner des petits signes d'attention. Par exemple, il est en train de dessiner et on va se mettre derrière lui et déjà lui demander s'il est OK pour qu'on regarde son dessin. Et on va peut-être lui donner lui faire deux, trois remarques en lui disant oh là, je vois que tu as utilisé du orange là sur cette forme. J'aimerais bien que tu m'expliques, etc. Pourquoi tu as mis ce orange, etc. Et en fait, en lui donnant comme ça des signes d'attention, pour lui, c'est aussi des signes d'amour. Ça veut dire qu'on compte, ce qu'il fait compte et que en fait, lui compte pour nous. En fait, finalement, c'est assez simple. On n'a pas besoin de s'étendre dans des je t'aime à longueur de journée. Le truc, c'est surtout d'avoir un comportement naturel, d'offrir de l'attention naturellement à l'enfant. Et en fait, il comprendra effectivement qu'il est accepté tel qu'il est et qu'il est aimé inconditionnellement. J'adore. Qu'est-ce que je voulais dire Alors, je voudrais revenir sur le thème têtu. Tout à l'heure, on a parlé des étiquettes. Bien souvent, quand un enfant semble nous dire non et qu'on a l'impression que ça se reproduit, on va avoir l'envie de peut-être dire c'est un enfant têtu. Mais en fait, c'est dangereux parce qu'à chaque fois que l'enfant va, selon notre interprétation, dire non ou ne pas faire ce qu'on va lui dire, on va le traiter de têtu. Et en fait, ce comportement de têtu, il va l'avoir longtemps finalement, quoi. Et même à l'âge adulte. T'es têtu, toi, Marine? Moi, pas du tout. Et pas susceptible. D'ailleurs, on m'a dit souvent quand j'étais adolescente, ah, t'es susceptible. Mais alors, faut pas oublier que le second degré, c'est quand même long à venir. Et que je m'en prenais aussi plein la gueule. Hein. Donc, à un moment donné, c'est gentil de dire, ah, t'es susceptible dès qu'on te dit tout ce qui va pas. Et encore une fois, c'est parce qu'on me disait ce qui n'allait pas et qu'on me disait jamais ce qui allait, en fait. Donc après, tu recherches ça dans tes relations, que ce soit relations amoureuses ou relations amicales, tu vas chercher des gens qui vont enfin te dire ce que tu entends et ça peut en même temps être assez pervers d'un côté parce que si tes amis ne te disent pas ce que tu as envie d'entendre, est-ce que toi du coup tu te fâches ou est-ce que voilà, donc ça encore une fois ça amène des stades auxquels on se dit pas que la cause, que le début de tout ça, c'est ça en fait, c'est le fait d'avoir été mis sous étiquette et qu'on nous ait dit ah bah toi voilà, t'es comme ci, t'es comme ça. Et hop, on est enfermé dans ce truc et on bouge plus, on n'ose plus en sortir parce que étiquette négative ou positive, peu importe, on se dit ok, bah au moins on est reconnu pour quelque chose, même si c'est quelque chose de mauvais, bah voilà, on y est. Et toi, t'es têtu? C'est aussi
Non. Non, je suis déterminé en revanche quand il s'agit notamment Déterminé, de la ouais. protection de l'enfant. Ah yes, oui, là, je te Mais je suis rejoins. déterminé. Donc, ce que je veux dire, c'est que les étiquettes, ça peut être un frein à nous-mêmes en tant que parents parce qu'on peut en porter et on Mm, peut être tenté justement d'en mettre sur nos enfants. Et en fait, quand on se rend compte que quand on met des étiquettes, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, enfant tyran, enfant mm, roi, mm, têtu, maladroit, en fait, on se prive de liberté. On se prive de la liberté mm. d'accepter les choses telles qu'elles sont, en fait. Et de pouvoir se donner le droit au changement. Ça, c'est Exactement. super important. Et le droit à l'erreur. Mm. Ça aussi, c'est très important. Et notre attitude, elle va Euh, changer aussi. Notre attitude, elle change. Si je me dis que là, l'enfant que j'ai en face de moi, il a toutes les caractéristiques que j'aime pas parce que c'est un enfant roi pour moi, je vais pas avoir la même attitude que si je me dis, oh bah, il faut que je l'accompagne, il faut que je l'aide, il a l'air d'être, d'avoir une émotion qu'il arrive pas à gérer, je vais l'aider. J'aurais pas du tout cette attitude-là avec un enfant que je vais juger enfant roi ou enfant capricieux ou enfant colérique. Enfin, tous ces mots-là qui déjà bah, enlèvent complètement l'envie d'aller s'occuper de l'enfant, en fait. oui. Voilà. Je voudrais parler de deux impulsions de l'enfant parce que ça intervient notamment dans la phase des 2-3 ans et c'est souvent des questions qui reviennent sur les 2-3 ans. Mm. Votre enfant de 2-3 ans, vous êtes peut-être un peu irrité parce que va commencer à vous dire non, je veux pas faire, etc., etc. Alors que jusqu'à présent, on va dire qu'il était plutôt docile dans le sens où il n'avait pas conscience d'être différent de son parent, donc il suivait son parent dans beaucoup de ses actions. Là, entre 2 et 3 ans, il commence à se dire, bah, je suis moi-même, et donc j'ai besoin de construire ma personnalité et j'ai besoin de faire les choses par moi-même. Moi, j'ai juste une astuce à vous donner. Et je vois que quelqu'un l'a donné également dans les commentaires. Vous êtes vraiment au top. Euh, c'est le fait de dire et de se responsabiliser rapidement les enfants, notamment en leur confiant des petites tâches. Mm. Et ces petites tâches, on peut commencer hyper tôt, genre sortir le linge de la machine ou alors aider à mettre les couverts sur la table. Ce genre de tâches qui vont évoluer avec le développement de l'enfant vont avoir plusieurs effets. L'enfant va se sentir utile, et il va surtout développer son autonomie en étant conscient qu'il a sa place, en fait. Mm. Et ça, c'est hyper important. Est-ce que toi, tu procèdes comme ça, par exemple? Okay, carrément, oui. Mais oui, le plus tôt possible. Après, il faut pas que ce soit sous couvert de je fais de l'autonomie à mon enfant pour me débarrasser des choses un peu contraignantes. Il faut que ça reste dans Non. l'ambiance familiale. Hein. On est d'accord que c'est des règles qu'on Ou alors s'applique on à paye. tous. Voilà, on le paye. On lui fait une petite fiche de paye. Mais voilà, on fait vraiment l'effort chacun et que lui se sente vraiment inclus dans la famille finalement. Et pour ça contribue en plus à l'ambiance familiale qui va justement s'améliorer parce que c'est pas le petit dernier c'est le chouchou machin on lui fait rien faire et du coup le plus grand il va être un peu énervé. Non, on va tous faire des tâches évidemment à hauteur de nos compétences en fonction de notre âge. Donc on va pas dire au petit de 2 ans de mettre la couette hein, parce qu'on a la housse de couette à un moment donné. Même en tant qu'adulte Ah on en bon? a ras le bol. Mais et du coup on va leur donner des petites missions et en plus voilà ça va les ils vont se sentir confiants, ils vont se dire ok ben je compte parce que je suis en train de faire ça et ça favorise la famille, ça favorise le fait que ben tout le monde va être content et ça c'est trop génial. Moi quand j'étais petite j'adorais mettre les serviettes dans les verres, vous savez je les prenais, je faisais une espèce de figure genre une rose, un truc comme ça. Je mettais ça dans les verres, ça faisait un peu on met les petits plats dans les grands et les adultes étaient contents et moi je me disais ah ben c'est cool, j'ai fait ça aujourd'hui, j'étais super fière de moi. Et ça contribue justement à ce genre de sentiment qu'il faut cultiver, quoi, finalement. Et ça développe la motricité également, parce qu'en fait, l'enfant Ouais. apprend à se servir de son Ah, bien cerveau, sûr, de ses membres, de etc., sa etc. motricité Alors, il fine. faut savoir qu'il Mm. y a une personne qui a été précurseur, enfin, c'est un précurseur, enfin, on dit comment avec un Précurseur, précurseur, eux. Je sais pas. précurseur, non, je suis pas sûr, mais bon, Précurseuse. si quelqu'un a la réponse, on a un cadeau à faire gagner. Du coup, en fait, c'est Maria Montessori Mm. qui justement évoquait le fait que les enfants peuvent, d'ailleurs sa pédagogie est basée sur ça, hein, le fait de Mm. pouvoir même mener des tâches justement pour apprendre à se Mm. développer, pour développer l'apprentissage de l'enfant. Et donc, par exemple, là, j'ai une personne qui demandait à partir de 5 ans, qu'est-ce qu'un enfant peut faire. Donc, je vais juste prendre l'extrait d'un article qu'il y a sur le site qui se base sur le livre donc Grandir avec Montessori. Mm. Et justement qui s'appelle Aide-moi à faire seul. Donc Mm. ça veut tout dire, effectivement, c'est ça en fait ce que ça veut dire, hein, l'autonomie. Donc par exemple, entre 3 et 5 ans, ce que vous pouvez demander à votre enfant, ce qu'il est capable de faire, c'est par exemple ranger ses jouets. Alors attention,
s'agira pas de lui donner un ordre en lui disant range tes jouets. Ouais. Non, on va l'accompagner dans le processus. On va voir de quelle manière il peut ranger les jouets, pardon, et justement ce qu'on attend de lui. Et lui, ce qu'il peut proposer comme alternative, parce que peut-être qu'il a des idées de rangement aussi. Ah bah oui, Donc bien on va sûr. être à l'écoute de ses propositions. On va aussi mettre ses vêtements sales dans le panier à linge. Ça, c'est le type de geste qui est facile à faire pour lui, entre 3 et 5 ans. Mettre la vaisselle sale près de l'évier, même si c'est une assiette après l'autre, mais en tout cas, voilà, on va lui laisser prendre comme ça. Hein. Mesurer des ingrédients secs d'une recette, et en plus, ça permet de faire comme ça une activité sympathique, de cuisine notamment avec l'enfant. Aider à mettre la table en plaçant les couverts et les serviettes, ou encore passer le balai sous la table après le repas, ou bien encore arroser et prendre soin des plantes. Ah, ça c'est génial. Des plantes, ça c'est et s'il y a des maîtresses dans la salle, moi qui étais ancienne maîtresse, clairement activité de maternelle au top, mettre des petites plantes un peu partout et faire effectivement une tâche arrosage de plantes à tour de rôle, c'est fantastique. Vraiment, c'est chouette. Oui, tout à fait. Donc, carrément. Alors, j'ai des questions par rapport aux étiquettes. Comment on fait quand c'est quelqu'un d'autre qui met ces étiquettes-là à notre enfant? Par exemple, à un membre de la famille, un grand-parent ou des amis proches qui se permettent de juger l'enfant. Est-ce que tu aurais une réponse déjà, toi, dans un premier temps? Alors, oui, j'ai une réponse. Déjà, la première chose à faire, c'est que nous, on ne va pas habituer l'enfant à mettre des étiquettes, donc il ne sera pas habitué à en avoir. Donc, ça veut dire que quand il va en recevoir, il va être étonné déjà. Et on va quand même lui expliquer que s'il est en âge de comprendre, que certaines personnes ont besoin de catégoriser et de se dire, j'ai besoin de savoir que toi, tu es comme ça. Parce que en fait, ça en dit plus sur la personne qui pose l'étiquette que sur la personne qui reçoit l'étiquette. Bien sûr. Donc en gros, peut-être que des grands-parents ou d'autres personnes ont besoin justement de poser des étiquettes dessus, mais ça ne dit rien et ça ne prouve pas que l'étiquette est réelle. Et donc, on peut s'amuser comme ça, une fois qu'on a vu les grands-parents, les oncles et tantes qui ont posé des étiquettes à la fin de la journée, en faisant un petit jeu avec les enfants et en écrivant sur des petits bouts de papier des étiquettes qu'ils se sont entendus mettre dessus. Et on va discuter des étiquettes, et même à la fin de l'activité, on va déchirer les étiquettes. Fantastique. Et on va se dire, voilà, les étiquettes, j'en ai pas besoin en fait, quoi. Moi, j'agis, et j'agis en liberté, donc j'ai pas besoin qu'on me mette une étiquette. J'aimerais bien savoir quel type d'étiquette elle parlait, ou il parlait. Alors attends, timide, sauvage. Ah oui. Est-ce que j'en avais d'autres? Susceptible, caliméro, ça c'était des choses que quelqu'un avait entendues dans son enfance. Mais évidemment, c'est souvent des étiquettes négatives, hein, de toute façon. Parce que déjà, en plus, vous pouvez reformuler. Ouais. Tu vois, par exemple, si je te dis tu es timide, je suis introvertie. Tu peux dire à la personne. Non, mais même pas. Tu peux dire à la personne, tu penses que je suis timide. Oui. Déjà, c'est une manière de dire, c'est pas mon avis, quoi. Ouais. Et ensuite, on peut dire, plutôt que de dire même tu penses que je suis timide, dire, d'après ce que je comprends de ce que tu me dis, en fait, tu penses que je fais preuve de timidité actuellement. Ouais, c'est ça. Et on transforme l'étiquette de timide en acte, justement. Et l'acte, lui, il peut changer, en fait. Et ça, on peut le faire pour tout. Quelqu'un qui dit de votre enfant, c'est un enfant colérique, on peut le répondre en lui disant, ce que je suis en train de me dire, c'est que, enfin, ce que tu es en train de me dire, si je comprends bien, c'est que tu assistes à la colère de mon enfant et que voilà, c'est une colère temporaire. C'est ça. Et la personne va dire oui, effectivement. Oui, donc il n'y a pas besoin de dire que c'est un enfant colérique, en gros, quoi. Il est en train juste de traverser une colère et c'est tout à fait normal et naturel pour un enfant. Ouais. Et pour un adulte aussi, d'ailleurs, parce que la colère. Et pour un adulte aussi. Toutes les émotions sont légitimes, de toute façon. Ce qu'on ressent, on le ressent, c'est OK. Ensuite, c'est comment je me comporte face à ça. Et c'est drôle parce que finalement, c'est ce qu'on fait avec les enfants. C'est on accepte leurs émotions, mais on n'accepte pas tout leur comportement. Donc, ça veut aussi dire que vos enfants peuvent très bien accepter vos émotions, mais ils vont pas accepter non plus, ils sont pas obligés d'accepter vos comportements qui pourraient être justement un peu secouants, un peu violents parce que vous savez pas forcément comment. Pardon. Est-ce que c'est bon? Tout va bien? J'ai eu un appel en même temps. Parce que voilà, et justement leur montrer que. Hein? On va le prendre en direct si tu veux. Je sais pas ce que c'est, je préfère pas répondre.
Non mais et du coup voilà montrer à l'enfant bah comment moi je fais quand je traverse une colère. Comment moi je fais, c'est ce qu'on disait au tout début du live finalement, c'est montrer l'exemple à notre enfant de comment je fais quand une émotion désagréable me traverse. Et c'est important d'autant plus que souvent la parentalité positive est associée à cette image-là de il faut toujours être lisse, il faut toujours dire mon petit Marcel Auguste, ne t'inquiète pas, tout va bien, comme si c'était quelque chose de, enfin non, c'est pas ça qu'on demande en fait, c'est être authentique en fait. La parentalité positive aussi, c'est être soi avec ses travers, avec ses défauts, on en a tous, et montrer aux enfants comment on fait. Imaginez un enfant qui a des parents qui sont tout le temps lisses, qui sont tout le temps tout va toujours bien, mais c'est aussi terrible pour l'enfant en fait d'avoir cette image-là, et lui il va se dire mais quand je suis en colère, en fait, je suis pas normale. Pourquoi moi je ressens de la colère et mes parents ils en ressentent jamais. Donc c'est un exemple qui est, enfin c'est trop tiré par les cheveux pour le coup quoi. Et souvent d'ailleurs c'est des exemples comme ça qu'on a quand on est dans la détraction de la parentalité positive parce que on va être toujours dans les extrêmes pour dire bah tu vois ça marche pas et bah ok tu penses que ça marche pas, tu vois, on va réutiliser l'exemple que tu as donné avant. Tu penses que ça fonctionne Oui. pas, mais qu'est-ce que t'en attends finalement de la parentalité positive? Est-ce que tu penses qu'avec ça tu vas avoir des enfants soldats qui vont obéir à ton doigt et à ton œil? Bah déjà c'est pas, on n'est pas dans la bonne définition de ça et c'est pas ok en fait d'avoir des enfants comme ça. Donc voilà, donc pour dire que c'est important de montrer l'exemple et de montrer aussi quand ça va pas pour montrer comment on fait quand ça va pas. En fait, ce que tu viens de dire, bon, comme tout le reste, hein, c'est hyper important. Obéir, si on est obsédé par l'obéissance, Ouais. en fait, on peut pas en fait pratiquer l'éducation bienveillante. Mm. Parce qu'en fait, l'obéissance va impliquer, comme tu disais, un enfant qui répond au doigt et à l'œil. Et ça, c'est juste pas possible en fait. Et Mm. c'est pas ce qu'on veut pour nos enfants. On veut qu'ils réfléchissent à ce qu'ils font. Mm. Parce que si jamais on les oblige à obéir, c'est ce que j'expliquais dans une vidéo précédente, eh ben, ça veut dire que on veut qu'ils soient ce type de personnes obéissantes. Et si ce n'est pas nous qui leur donnons des ordres, ça va être quelqu'un d'autre qui sera peut-être mal intentionné avec eux, qui va leur donner des ordres. Et les enfants qui vont grandir vont faire des actions qui vont peut-être leur causer du tort parce que cette personne sera mal intentionnée. Donc il vaut mieux qu'on Mm. leur apprenne même à dire non à nous, justement, et accepter leur non, pour essayer justement de collaborer avec eux et qu'ils apprennent à ne pas obéir, mais à surtout réfléchir à ce qu'ils Mm. sont en train de vivre. C'est pour ça que Exactement. même nous, quand on leur dit non, on va leur expliquer pourquoi on leur a dit non. Mm. On va pas les humilier quand on va leur dire non, mais on va vraiment leur expliquer la raison de ceci. Alors, ce ne sont pas des phrases immenses, les enfants n'ont pas une capacité de concentration énorme, et nous, adultes, c'est pareil. Mais on va être clair en disant, même avec un dessin, voilà pourquoi je ne veux pas que tu fasses ceci. Donc c'est non. Ou alors leur rappeler la règle en disant, voilà, tu te rappelles, c'est ça la règle en fait. Mm. Et là, elle n'a pas été respectée, cette règle-là. Pourquoi elle n'a pas été respectée? C'est pas un pourquoi accusateur, c'est qu'on va essayer de comprendre D'expliquer. ensemble Mm. pourquoi justement cette règle n'a pas été suivie. Est-ce qu'elle n'a pas été assez reproduite? Est-ce qu'elle a mal été expliquée? Est-ce que, etc., etc. Et Mm. c'est là qu'interviennent la forme et le fond. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le jeu, on peut utiliser le dessin, on peut utiliser beaucoup de manières en fait pour rappeler les règles et s'assurer Mm. que l'enfant les a bien comprises Mm. et les a bien reproduites. Et lorsqu'il a reproduit une règle, on va lui dire, et on va remarquer ceci. Parce qu'en fait, ça voudra dire que le message qu'on a donné, a été compris par l'enfant, que Mm. l'enfant a réussi à le reproduire, et que derrière, on lui a donné un signe de reconnaissance par rapport au fait qu'il l'ait reproduit. Et donc, pour lui, ça vient activer le circuit de la récompense dans son cerveau. Et ce circuit de la récompense dans son cerveau va l'amener à reproduire les gestes qu'on a remarqués. C'est pour ça que c'est bien de ne pas reprocher trop de choses à l'enfant. Parce Mm. que reprocher des choses, c'est pas lui dire ce qu'il a à faire. C'est mettre l'accent sur ce qui n'est pas bien fait, justement, selon nous. Donc C'est reprocher à un ça. enfant, c'est l'amener à reproduire ce qu'on lui reproche. Mm. Alors qu'en fait, quand on va appuyer sur ce que l'enfant réalise correctement, il va reproduire ce qu'il fait correctement. Et c'est valable pour les notes à l'école aussi. Toi, tu as été donc enseignante. Mhm. Quand un enfant arrive avec un 8 sur 20, on peut être tenté de dire, ouais, t'es nul, donc étiquette. Mm. Franchement, je sais pas ce qu'on va faire de toi, donc prophétie autoréalisatrice sur l'avenir. Ouais. Et on va aussi lui dire, le 8 sur 20, c'est pas suffisant, et en fait, ta note, c'est toi. T'es comme ta note, en C'est fait. ça. Tout ça, ça crée des croyances qui vont rendre l'enfant pas très à l'aise dans l'apprentissage. Il va même avoir un ancrage négatif par rapport à l'apprentissage. Alors Mm. que si on le prend différemment, en disant, écoute, je suis pas forcément satisfait de cette note, mais
je vois que tu as réussi à faire ça, ça, ça dans le devoir. Déjà, on appuie sur ce qui est bien réalisé. Et ensuite, on va lui dire, tu as le droit à l'erreur. Et tu as le droit de demander de l'aide. Et ces trucs-là, on peut d'ailleurs se les dire à nous-mêmes. Hein. Parce que bien souvent, si on ne Complètement. les accepte pas, si on ne les accepte pas pour nous, on va pas les accepter non plus pour nos enfants. Donc se donner aussi ce droit-là, quoi. Et Mm. l'enfant va lui dire en fait que finalement, on lui fait confiance, que le 8 sur 20, c'est pas lui, et qu'en fait, il a le potentiel et les capacités parce que nous, on croit en lui, et il faut lui dire, je crois en toi, de pouvoir progresser. En gros, ce qu'on aimerait qu'on nous dise, on va le dire à l'enfant, et on va aussi se le dire à nous-mêmes. Parce que le je crois en toi, tous les adultes ont envie de se l'entendre dire. Ouais. Ben, sachez qu'on peut se le dire à nous-mêmes. Ben, je crois en moi, dans la parentalité ou dans d'autres trucs. Qu'en dis-tu? J'adore. Comme d'habitude. Tout ce que tu dis est Quelle OK note tu pour mets du moi. coup là? Alors, je te mets, allez, 19 parce qu'on peut toujours faire mieux. C'est le truc des Français, ça. On adore faire ça, tu Non, sais. non, mais Le 20 sur 20 n'existe pas. Non, mais non. c'est exactement ça. Après, de toute façon, dans l'école, dans le système scolaire, il y aurait tellement de choses à refaire que ce serait Oui. un live de 8 heures sans pause. Eh ben, justement, moi ce que je te propose, c'est qu'on prenne date pour un prochain live sur ce sujet, Avec si plaisir, tu es oui. d'accord. Oui, oui, bien sûr. Alors j'ai Carrément. une question, si tu as encore un peu de temps, tu as encore un peu de temps? Oui. Ok. 3 heures, 4 heures? Non, pas 3 heures, 4 heures. Non, allez, on se laisse encore 15 minutes. Ça te va? Allez, Ou 15 minutes plus? si vous êtes Ouais. OK. On va répondre à Drudru 760 off. J'ai une question. Ma fille me tape, elle a bientôt 4 ans. Je sais pas comment faire. Mm. Qu'est-ce que tu fais À pour toi. l'instant, du coup? Alors déjà, qu'est-ce qui est fait dans un premier temps? Moi, c'est ce que je fais en coaching. Hein. Qu'est-ce que pour l'instant, quelle est la réponse qu'on donne à un enfant qui tape? La deuxième chose, c'est une fois que j'aurai la réponse, mais peu importe la réponse finalement, c'est intéressant, mais je peux tout de suite aller sur les recherches de solutions. Oui. Qu'est-ce qui est déjà faisable selon le parent? C'est-à-dire, je peux proposer des pistes de solutions. Ça, c'est vraiment la partie consulting, hein, parce que le coaching pur et simple n'est pas la recherche de solutions, c'est la recherche de solutions par la personne. Donc là, si moi je vais sur le consulting parce qu'on me contacte pour mon expertise en parentalité positive, dans ce cas-là, je vais suggérer des pistes qui viennent de la parentalité positive et qui sont dans ce cas-là réajuster les règles parce que dans cette famille-là, personne ne tape, que ce soit le parent vers son enfant et l'enfant vers le parent. Personne n'est autorisé à frapper qui que ce soit dans cette famille. Donc ça, il faut que ce soit très clair. Et pour ça, il y a ce qui s'appelle en discipline positive les TEF, donc c'est les temps d'échange familiaux qu'on peut mettre en place. Ça peut être, allez, 15-20 minutes maximum un week-end où on est Attends, tous moi, disponibles. ça s'appelle comment, pardon? Tu me dis que ça s'appelle comment, ces instants-là? Temps d'échange familial. D'accord. TEF. C'est dans le bouquin Discipline positive de Jen Nelson, donc c'est vraiment le truc très carré de la discipline positive et effectivement c'est assez carré, mais en fait c'est un temps où voilà on prend 15-20 minutes maximum, hein, parce que de toute façon les plus petits ne tiendront pas aussi longtemps, donc c'est hyper important juste de se dire ok cette semaine voilà ce qui s'est passé, il y a eu à un moment donné je sais pas Michael 4 ans qui a tapé son parent ou son grand frère. Est-ce qu'on peut se rappeler la règle dans la maison? Qu'est-ce que c'est la règle? Qui veut me la donner? Et déjà, on inclut l'enfant en disant ah, je suis pas en train de te pointer du doigt, je suis juste en train de dire attention, il y a eu une règle qui n'a pas été respectée et il faut qu'on en parle parce que c'est important pour mon intégrité, pour ma sécurité et donc pour ton intégrité et ta sécurité aussi. Donc on redit ça, on redonne les règles. S'il faut, comme tu disais, d'ailleurs je pense que sur ton site tu dois avoir ça en ressources aussi, des petites règles à afficher. On les affiche à Oui. hauteur d'enfant pour que les enfants puissent les voir et que ce soit vraiment le plus simple possible sous forme de dessin ou quoi. Et que vraiment ils comprennent que taper, ça par contre c'est vraiment une réaction qui est interdite. Mais que effectivement parfois ça peut arriver qu'on se laisse déborder et que nos réflexes archaïques y reviennent, qu'on agisse avec le cerveau reptilien et pas avec le cerveau qui va réfléchir parce qu'il n'est pas toujours là tout de suite disponible. Et donc du coup il va avoir un geste qui va être de taper l'enfant. Et c'est en fait on va justement maîtriser ce geste-là. C'est pas ok de se laisser taper, ça c'est clairement interdit. Donc on récupère la main de l'enfant en lui disant non par contre je suis pas d'accord. Et on peut toujours s'isoler avec lui. Donc pas l'isoler tout seul, ça c'est hors de question pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pas, on va pas lui dire bah tu vas dans ta chambre, tu dégages, tu me déranges. Non, c'est Oui. là je vais t'aider, je vais t'accompagner parce que tu es en train de vivre une émotion que tu arrives à gérer que en ayant les mains qui frappent. Donc pareil encore une fois pour
séparer l'enfant de qui il est et de ce qu'il fait, je vais rappeler aussi à l'enfant que ce sont ses mains qui sont en train de frapper. Que même lui, peut-être qu'il s'en est même pas aperçu, il veut juste taper un peu dans le vent parce qu'il est énervé. Oui, Et du coup, nous, on se prend un coup et on se dit, oh, mon enfant m'a frappé. Et là, limite oui. infranchissable pour nous. Non, 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 on veut pas. En plus, ça peut appeler aussi des jugements qu'on a reçus, comme tu disais aussi à un moment donné dans le live, une pression du coup qu'on se remet parce qu'on se dit, oh, eh mince, j'ai foiré quelque part, mon enfant il est en train de me taper, ça y est, j'ai fait n'importe quoi. Alors que c'est juste un malencontreux accident et que c'est une fois, ça s'est passé peut-être une fois dans la semaine et que du coup, ben voilà, la répercussion, elle est pas forcément obligatoirement à prendre dans le sens où je vais envoyer mon enfant au camp de militaire parce que ça va plus. Non, on va réajuster la règle, on va reparler de la règle et surtout sur le coup, on empêche l'enfant de frapper pour qu'il nous fasse du mal et aussi pour qu'il se fasse du mal à lui. Voilà, exactement, on On retient la retient main. son geste, Exactement, tout à fait. On retient son geste et on dit non fermement. exactement. Mm, Parce qu'en fait, c'est ce qu'on nous reproche aussi parfois en éducation mm. bienveillante, le fait que le non n'existe pas, c'est faux. Le fait que les interdits n'existent pas, c'est faux, C'est faux, évidemment. complètement faux. Mais il y a une manière bienveillante, sans humilier, sans blesser, C'est ça. d'accompagner l'enfant pour qu'il apprenne petit à petit à maîtriser ses gestes. Ouais. Ce que tu décris là, c'est de l'impulsion, en fait. C'est-à-dire qu'un enfant Mm. qui ne peut pas maîtriser ses gestes, il est dans l'impulsion. Il n'est pas impulsif, Ouais. j'ai failli Ouais. mettre une faute. Il est dans Ouais. l'impulsion. Ça veut dire qu'en fait, l'émotion est tellement forte, le stress est tellement fort, qu'il va frapper, qu'il va Mm. tirer, qu'il va pousser, qu'il va mordre, parce qu'en fait, c'est Ouais. plus fort que lui. Et mieux que ça va se faire pour les émotions désagréables comme la colère, mais ça va aussi se faire pour la joie. Pour la Un joie, enfant qui est évidemment. très content, il peut te mordre le bras, quoi. Ouais, ouais. Très excité, machin. Donc, Ouais. parce que c'est plus fort que lui et Ouais. son corps réagit comme ça. Et c'est pas du tout de l'agressivité, c'est une réaction automatique. Mm. C'est de l'impulsion. C'est ça. Et aussi, Et donc, du coup, pour séparer, comme tu disais, le geste de l'enfant aussi, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment lui proposer des solutions. Alors, si on est dans le moment à chaud, c'est compliqué de proposer des solutions. Donc, on va déjà l'accompagner pour que ça redescende un petit peu et qu'il soit plus dans l'excitation joyeuse ou dans l'excitation énervement, peu importe laquelle des deux. On va l'accompagner pour qu'il redescende. Une fois qu'il sera redescendu, là, on pourra évidemment lui proposer des solutions et lui dire mais j'ai l'impression que tes mains là t'arrives plus à les diriger, hein, c'est compliqué, oh là là, tu veux qu'on souffle sur les mains, allez on souffle sur les mains. Et alors du coup là on est déjà dans regarde, on peut faire d'autres choses avec tes mains en fait et pas taper et risquer de faire mal à quelqu'un. Et ensuite, comme dit, on peut en reparler durant les TEF, donc le temps d'échanges familiaux, à ce moment-là, dire ok, on va essayer de regarder ce qui s'est passé et comment on pourra faire la fois d'après. Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est que ça se reproduise plus. tu peux redire les phrases que tu as accompagnées pour décrire le comportement de l'enfant et aussi poser un mot sur ce qu'il ressent, ce que tu viens de faire là. Attends. Il faut que je rescinde là. Deuxième. On va couper. Donc on retient la main de l'enfant et on lui précise que attention là c'est les mains qui sont en train de faire un peu n'importe quoi, qui vont dans tous les sens et qui du coup risquent de blesser. Donc on va lui rappeler ça sur le moment. Ça peut aller très vite, hein, c'est des choses qui vont vite. L'enfant il est en train de taper, hop, on le retient la main et on dit oh, on peut se mettre à sa hauteur déjà pour vraiment lui dire ok, je vais t'accompagner pour que tes mains tu puisses les rediriger, ok? Parce que là elles font un peu les faux En folles tes fait, mains et voilà, tu vois. Vas-y. tu es en train de décrire son comportement sans le juger. C'est ça. Tu es en train de décrire ce qu'il est en train de se faire. Et ce qui est bien, parce que quand on fait ça, pour l'enfant, c'est un miroir. Mm. C'est-à-dire qu'il apprend justement à comprendre que ce qu'il est en train de faire C'est pas n'est lui. pas acceptable. Oui, c'est Et ça. surtout, il est en train justement de modifier par l'imagination ce qu'il va faire ensuite. Parce qu'on va lui dire, je m'attends à ce que tu fasses ça plutôt. Tu Mm. vois, la main, elle est faite pour être près du corps. Et on va lui C'est ça. montrer, en Mm. fait. Et on va accompagner notre mouvement de la narration, c'est-à-dire qu'on va décrire ce qu'il est en train de se passer. Pas plus. Mm. Et on peut dire à l'enfant, je vois que c'est difficile de résister à de la colère, je vois que c'est difficile de contrôler son geste, regarde qu'on pourrait faire. Et ce qui est bien là-dedans, notamment pour la colère, c'est de s'entraîner. Parce que la colère, de toute façon, c'est une émotion utile, comme toutes Mm. les émotions. Et toute la vie, on va devoir avoir cet œil sur la colère, parce qu'elle en dit beaucoup sur nous, notamment pour le fait de réparer des injustices, pour se Mm. défendre. Donc c'est hyper important, la colère. Sauf que la colère, on peut la canaliser. Et petit à petit, avec le développement du cerveau et avec le fait d'acquérir des techniques, notamment justement d'expression émotionnelle,
cette colère ne sera plus agressive. Et enfin, pas agressive, mais en tout cas, un danger pour l'extérieur. Elle sera canalisée vers autre chose. Et notamment vers autre chose, ça peut être, quand je ressens de la colère, je peux serrer très fort un coussin, ou alors je peux serrer mes sauter poings sur place, couper très vite, Mm. crier dans un coussin, justement. Et ça, tout ça, c'est une technique que l'enfant a besoin d'apprendre, en fait. Tout ça, ça va être sa boîte à outils émotionnelle plus tard. Ouais. Donc c'est vraiment important de lui montrer, et notamment par l'exemple, notamment en montrant que nous, adultes, on gère la colère. Pardon, j'ai dit gérer. On essaie de réguler. On accueille la colère, on régule la colère Mm. de manière soft, en fait, et qu'on y arrive de mieux en mieux. Voilà. C'est ça. Et finalement, ça n'empêche pas qu'une fois... Alors, les entraînements comme ça, les activités qu'on peut proposer aux enfants, comme serrer une balle, etc., il faut les faire au calme. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est pas pendant la crise qu'on va lui dire « Tiens, on va essayer cette technique, vite, vite !» Non, c'est trop tard pendant. Ce sera trop tard, exactement. Ton cerveau, il n'est pas capable de réfléchir et de se concentrer. Donc, toutes ces activités type émotion, on va le faire dans des temps calmes, dans des activités communes, avant que l'enfant, comme ça, connaisse des tempêtes émotionnelles. Et c'est justement après, quand les tempêtes émotionnelles interviendront, que ces circuits neuronaux se seront mis en place, qu'il y aura des souvenirs de ces activités, et que l'enfant pourra avoir recours, même avant que la colère soit inaccessible, soit un pic énorme, va pouvoir avoir accès comme ça à ces activités apaisantes. Ce qui n'empêche pas que la colère qui s'est déclenchée a une cause. Et cette cause, il faut aller la chercher, quoi. C'est un besoin insatisfait, c'est peut-être de la fatigue, enfin la fatigue est donc un besoin de toute façon de repos. Oui. Bref, il faut aller chercher la cause de la colère, parce que si on n'a pas trouvé la cause de la colère, elle va se reproduire encore et encore, dans des conditions différentes. Et en fait, c'est pour ça que c'est important de faire ce travail d'enquête et de recherche. Et la CNV est pas mal pour ça, du coup, je trouve. Exactement, la CNV. Et il faut pas oublier qu'il y a 4 comportements, il y a 4 raisons pour lesquelles le comportement de l'enfant, il peut déraper. C'est la première, c'est que c'est naturel pour son âge, qu'il soit comme ça. Là, je reprends un commentaire, par exemple, pourquoi quand je dispute mon fils, il me rigole au nez. C'est naturel pour lui de rigoler parce qu'en fait, c'est son échappatoire. Sur le moment, quand on engueule quelqu'un, si moi je viens et je te dis punaise, mais t'as mal fait ton boulot, mais c'est n'importe quoi. Coucou cowboy. C'est magnifique. TikTok est merveilleux. Merci pour le cadeau. Et du coup, donc la numéro 1, c'est ça. C'est effectivement, c'est un comportement naturel pour son âge et que si, comme dit là, ça va être son échappatoire de rigoler parce qu'il sait pas quoi faire d'autre. En fait, il est gêné et c'est sa réaction. Donc déjà, voilà, l'engueuler, le disputer, c'est pas quelque chose qui va le faire changer son comportement. Donc il vaut mieux aller sur des solutions plutôt que sur des réprimandes. La deuxième chose, c'est que souvent l'enfant, il sait juste pas ce qui est attendu de lui. Et la troisième, c'est que en fait, il sait pas, mais en plus, il sait pas comment faire autrement. Donc, il va faire ce qu'il sait sur le moment, mais il sait pas quoi faire d'autre. Et la quatrième, c'est ce que tu disais, c'est les besoins qui sont insatisfaits, les besoins cachés. L'enfant qui hurle quand il va au magasin parce que il est fatigué, parce que il avait envie de se jouer. Alors oui, l'envie c'est pas un besoin, mais l'envie et le besoin pour un enfant c'est la même chose. Donc c'est super dur pour lui de gérer ça. Et même nous, quand on est frustré, qu'on peut pas avoir quelque chose tout de suite, on est aussi capable de de certaines actions ou réactions émotionnelles qui sont quand même parfois, on pourrait les qualifier de disproportionnées, même si elles sont ce qu'elles sont. Mais voilà, donc ça nous arrive aussi à nous en tant qu'adultes, donc c'est quand même important d'avoir ça en tête aussi. Voilà. Ouais. Et c'est bien cette histoire du cow-boy là. En fait, là vous voyez, on est en train de parler de parentalité et ça peut être un sujet super grave et austère pour beaucoup. Mais en y mettant parfois quelques onces d'humour, c'est pas de la moquerie dont je parle, hein. Ah, mais de l'humour, de par exemple se déguiser pour parler à son enfant, changer de voix, tout ça, ça permet aussi de nettoyer la relation et nos émotions. Et en fait, se dire, ok, ça a l'air dramatique sur le coup, j'accepte de ressentir ceci, mais en fait, peut-être que je peux aussi considérer ça avec un peu plus de légèreté, parce que je me donne le droit à l'erreur, parce qu'en fait, ce qui se produit ici, c'est tout à fait naturel, ça vient du développement des uns et des autres, et qu'en fait, je vais plutôt me concentrer sur le lien et un peu la beauté du lien et les instants de joie, justement, se créer comme ça des instants de joie dans la journée. Et même se les rappeler à la fin de la journée. Parce qu'en fait, on peut se coucher le soir après avoir combattu, entre guillemets, pour que l'enfant dorme, etc., etc. Mais on peut aussi se coucher en ayant fait allusion à tout ce qui s'est bien passé dans la journée.
Et ça, on peut le faire avec l'enfant. Et ça permet de finir la journée en ayant des pensées justement positives et de ressentir de la gratitude tous les soirs. Et l'avantage, c'est que ça, et ça a été démontré en psychologie positive, cette gratitude qui est reproduite comme ça chaque soir, ça vient augmenter notre niveau de bonheur de manière durable. Donc ça veut dire que du coup, tout notre comportement, tous nos ressentis vont être modifiés parce qu'en fait, on a fait ces petits moments de gratitude le soir en se disant, bah, finalement, tout ça s'est bien passé, quoi. Et puis j'ai été content de vivre ça. Et ça prend 5 minutes et ça a un effet énorme parce qu'on se couche avec de meilleures pensées, on est moins stressé et le lendemain matin, on est aussi de meilleure humeur. Ah bah carrément. Donc c'est trop bien. Que du gagnant-gagnant. Et dans les solutions de je prends les choses avec légèreté, ça peut aussi être dans les moments où justement on est en train de se dire mince, j'ai plus de solution. Par exemple, un moment qui arrive souvent, ça peut être le soir pour brosser les dents. Brosser les dents, moi, ça a souvent été un calvaire à un moment donné, en tout cas quelques temps, parce que mes enfants, ils rechignaient, ils voulaient pas y aller, alors il fallait demander plusieurs fois. Jusqu'au moment où je me suis dit, ok, je prends la brosse à dents. Je n'ai pas de brosse à dents sous la main. Imaginez, je prends la brosse à dents. Pas du tout la même gueule. Mais c'est une télécommande LED. C'est une brosse à dents, ok. Je vous hypnotise, brosse à dents. Et donc je prends la brosse à dents et je dis à mes enfants, oh ben dis donc, cette brosse à dents, elle a très envie de frotter des dents. Oh vite, ouvre la bouche. Et hop, ça y est, c'est terminé. Et moi, je m'en fous de passer pour une débile en fait, parce que c'est rigolo. On prend une voix bizarre, machin. Mes enfants, ils adorent le prénom Michel, ça les fait exploser de rire. Je sais pas pourquoi. Désolée pour les Michel qui nous écoutent, mais eux, Michel, voilà, c'est le truc. Désolée. Et bah dès que je dis la brosse à dents Michel, elle a envie d'aller visiter quelques dents pour voir s'il n'y a pas des caries qui traînent, et hop, ça y est, le moment qui aurait pu être un calvaire pendant 15 minutes s'est transformé en moment rigolo, de détente, où on explose encore de joie avant le coucher, et ensuite on remaîtrise évidemment pour aller, on va au lit un peu plus calme, un peu plus léger, et on part sur autre chose, mais au moins ce moment-là précisément n'a pas été un calvaire, et ça, on l'a transformé en fait. Donc ça, c'est des chouettes. En fait, on a déconnecté la crise. On a désactivé la crise. C'est ça. Désamorcé la crise. Désamorcé. On est des démineurs professionnels. En parlant de démineurs, du coup, j'ai Michel qui n'est pas content. L'association des Michel de France qui n'est pas content. Pardon. J'en ai marre d'être associé à une brosse à dents, donc ils sont tes excuses publiques. Ok, je m'excuse publiquement. Merci. Pas content, pas content. Ouais. On va juste finir, si tu veux bien, avec une petite question. Et ensuite, on remerciera tout le monde d'avoir été présent. C'était vraiment très intéressant. Ouais, alors, doit-on les sons déjà, conjuguer. Doit-on laisser pleurer l'enfant pendant son moment de colère? Très bonne question. Très bonne question. Je suis de ceux, en tout cas, qui pensent... Pardon? Lyonéa. Ok. En tout cas, moi, je suis de ceux qui pensent que l'émotion, elle doit être exprimée et pas imprimée. Donc, c'est souvent ce qu'on dit. On dit que les émotions qui ne s'expriment pas s'impriment en nous. Et les enfants sont très forts là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, les émotions des enfants, on les entend. En général, c'est pas quelque chose qui est passé sous silence. On sait quand ils sont en colère, on sait quand ils sont énervés, etc., etc. Et un enfant qui est en train de pleurer, il faut pas chercher à arrêter qu'il pleure. Parce que c'est souvent en plus accompagné de oh non mais pleure pas, ou alors c'est pas grave, et en fait on minimise tout ça. Donc c'est pas ok, et on va laisser l'enfant terminer de pleurer, peut-être lui parler déjà calmement pour lui dire ok, je comprends que c'est dur pour toi, je l'entends et je comprends, et si tu veux je peux t'aider, je peux te faire un câlin, ou je peux te prendre dans mes bras, ou est-ce que tu as besoin d'être tranquille et tu veux aller 5 minutes dans ta chambre si tu en as besoin. Encore une fois, on redonne le pouvoir à l'enfant, hein, c'est pas nous qui agissons en autorité suprême à dire tu vas dans ta chambre parce que tu me déranges avec tes pleurs. On peut lui proposer cette solution, ça peut très bien être une solution alternative, et en fonction de ce que lui là à ce moment-là il ressent, il va déjà soit rien faire, continuer juste à pleurer, et donc on peut l'attendre et attendre que son émotion se tarisse, on va dire, et ensuite du coup amener des solutions. Mais en tout cas, moi, je suis plutôt du style oui, laissez-le pleurer le temps qu'il a besoin de décharger. Ça fait partie de la décharge émotionnelle pour moi. Après, je sais pas ce que t'en dis, toi. Ben, en fait, et même ça s'explique du point de vue biologique, parce qu'en fait, dans les pleurs, il y a les molécules de cortisol qu'on évoquait, le stress, qui s'évacuent.
En fait, le corps est hyper bien fait. Il se répare. Lorsqu'un enfant pleure parce qu'il ressent beaucoup de stress, les pleurs automatiques qui vont suivre, et tant mieux justement qu'ils sont là, vont permettre de venir réguler le taux de cortisol et donc le stress. C'est tout à fait normal en fait. Donc il faut surtout pas les stopper, ces pleurs. Et bien sûr, c'est compliqué. On se dit en tant que parent, mince, comment je peux faire pour aider mon enfant? Il est en train de pleurer. Mais en fait, il a parfois juste besoin qu'on soit à ses côtés, qu'on le réconforte, qu'on lui parle doucement, et pour le laisser comme ça aller jusqu'au terme de sa décharge émotionnelle. Et c'est à ce moment-là où il pourra revenir à l'équilibre, en fait. Mais il ne faut surtout pas forcer le phénomène et justement l'obliger ou essayer de le réconforter à tout prix pour qu'il arrête de pleurer. Non, il a besoin d'aller jusqu'au bout de son émotion. Ça fait comme une courbe comme ça, en fait. Et l'émotion, ensuite, elle revient à la normale. En fait, elle s'est déchargée complètement. Et l'enfant a besoin de ça. Et d'ailleurs, pour finir, et ça c'est super parce que la décharge émotionnelle, c'est une des choses les plus compliquées à vivre pour le parent, et notamment pour le parent qui est la figure d'attachement de l'enfant. En fait, à la fin de la journée, souvent, les enfants vont se mettre à pleurer, crier, parce qu'ils sont de retour à la maison. C'est un lieu pour eux qui est la sécurité, où ils sont en contact avec des parents qui les aiment et des parents en qui ils ont confiance. Ça, c'est ce qu'on appelle une figure d'attachement. Et cette figure d'attachement qui est face à l'enfant va justement lui donner le signal positif que l'enfant peut se décharger devant cette personne, peut offrir ses émotions, si on veut parler d'offrande, parce que c'est vraiment offrir des émotions. L'enfant n'a pas pleuré ou crié pendant toute la journée parce qu'il n'avait pas toute confiance avec les adultes et l'environnement qui était autour de lui. Là, en fait, devant son parent, devant sa figure d'attachement, une personne en qui il a confiance, qui l'a habitué à lui donner des soins, qui l'a habitué à l'écouter, il peut crier, pleurer, et donc c'est pas contre le parent, c'est surtout parce qu'en fait il est en train de dire j'ai confiance en toi et je peux crier et pleurer avec toi et je sais que tu vas continuer à m'aimer et je sais que on pourra continuer à agir comme ça jusqu'à ce que j'arrive moi-même à réguler mes émotions tout seul et à pouvoir poser des mots sur mes émotions dans la journée. Ça va avec l'évolution de l'enfant en fait. C'est ça. C'est pas à prendre personnellement. Exactement. Alors, sur la figure d'attachement, il y aurait plein de choses à dire parce que, j'ai envie de dire, même quand des fois le lien d'attachement n'est pas qualitatif, et ben, l'enfant, il va quand même aussi avoir ce comportement-là parce que même si la réaction du parent, et c'est ce que tu disais pareil encore une fois au début de live, mais même si la réaction du parent est violente, c'est une réaction à laquelle l'enfant finit par s'attendre et donc, évidemment, en fait, c'est presque une zone de confort pour lui. C'est horrible de dire ça, mais l'enfant, il fait avec ce qu'il peut, avec ce qu'il a. Et du coup, voilà, il va. Donc ça, c'est encore, on va pas aller sur ce terrain-là, mais en tout cas, la figure d'attachement, c'est hyper important de comprendre que c'est un lien relationnel hyper important pour l'enfant, un repère très important pour l'enfant, et que effectivement, quand il y a entre guillemets crise avec la figure d'attachement, c'est pas que il est en train de nous rejeter, c'est pas qu'il est en train de dire bah punaise avec moi c'est horrible et donc les gens de l'extérieur vont souvent dire bah tu vois avec moi il fait pas ça. Bah oui, avec toi, il fait pas ça, t'es pas sa figure d'attachement. Donc, c'est vraiment hyper important d'avoir ça en tête et on le sait pas, encore une fois, c'est quelque chose qui est très peu connu, en fait, parce qu'il y a eu Freud, encore une fois, on pourra aller loin, mais, voilà, qui est passé dessus, voilà. Il y a eu Bowlby, en fait. C'est John Bowlby qui a montré la figure d'attachement et qu'on a malheureusement pas beaucoup entendu en Europe parce il était en Angleterre, puis il est parti aux États-Unis. Donc là-bas, ils sont beaucoup plus au fait de ça. Mais chez nous, effectivement, il est il est moins connu. Et en tout cas, voilà, cette figure d'attachement-là, c'est aussi quand, par exemple, je vais, même en dehors de la sphère maison familiale, je vais rapporter un goûter à mon enfant en le cherchant à 4 heures de l'école et il se met à me faire une crise de dingue. Et moi, je me dis, punaise, mais je voulais passer un super moment avec lui. Je voulais, je sais pas, voilà, je lui ai rapporté un goûter, je lui ai même fait un petit cadeau. Éventuellement, on peut imaginer ça. Et lui, il me pète une crise. Je suis dégoûtée. Donc vraiment, on peut avoir ce genre de pensée et se dire, en fait, mais non, comme tu disais, il s'est contenu toute la journée. Et donc le soir arrivé, il voit enfin sa figure d'attachement, on pourrait même mettre une auréole derrière la figure, et se dire, ça y est, il est enfin libre d'être lui-même, et il est enfin libre de pouvoir extérioriser tout ce qu'il a contenu dans la journée. Donc c'est une preuve d'amour. Après, en fait. C'est un autre débat, on ne va pas l'aborder ici, et je ne sais pas si je ne vais pas jeter un papier dans la mer, mais... Enfin, dans la... Non, ouais, on veut. Dans la mer, non, je fais c'est dans la mare. Hein. Dans l'océan. On arrive à... On refait les expressions. Et on refait les expressions. Allez,
Allez-y. Non, je disais en fait, par rapport à l'aspect scolaire notamment, ce qui serait intéressant, mais on réabordera ça, et peut-être même Mm, avec d'autres intervenants, c'est le fait d'adopter une stratégie basée aussi sur les émotions à l'école. Parce mm, qu'en fait, les enfants, bien souvent, n'ont pas la possibilité ou n'ont pas d'espace pour pouvoir exprimer leurs émotions à l'école. Or, il se peut qu'ils aient emporté justement des émotions de la maison, mm. qu'il y a eu des engueulades le matin, que les enfants ressentent de la colère. Et ce qui est bien, ce qui serait bien, disons, c'est qu'on arrive à instaurer comme ça des moments où les enfants pourront poser des mots sur ce Ouais. qu'ils ressentent. Ça peut passer par des supports comme des roues des émotions, etc. Mm, Et que ça soit vraiment intégré dans l'apprentissage. Je dis ça pour une bonne raison, c'est qu'en fait, les émotions désagréables, elles freinent l'apprentissage. Donc si mm, l'enfant a des émotions désagréables qui sont bloquées, il va être inquiet, il va être perturbé et il va pas réussir à se concentrer ou à pouvoir mémoriser et comprendre des choses. mm. Et en fait, le fait de pouvoir poser des mots sur ces émotions désagréables permet déjà de diminuer l'intensité de l'émotion et rend disponible le cerveau pour toutes les capacités justement d'apprentissage. Mm. Donc ça serait bien que, niveau scolaire, il y ait ces temps d'échange. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'élèves dans une classe, c'est pas forcément évident, mais peut-être trouver une astuce pour laisser les enfants prendre à tour de rôle la parole sur des émotions, ou alors créer comme ça des petits outils que chacun aurait sur son bureau, Mm. où il pourrait réfléchir et voir, bah tiens, là je ressens de la colère, et puis avec son doigt pointer la colère, etc. Et se le verbaliser déjà pour lui-même, se dire Mm. là je ressens de la colère en fait. Et ça serait vraiment intégré et validé dans l'apprentissage et dans le milieu scolaire. Et je trouve qu'on avancerait beaucoup sur ça. Parce que peut-être même qu'arrivé à la maison, le trop-plein d'émotions, justement, il aurait été un peu évacué comme ça Mm. par cette verbalisation au cours de la journée. Donc C'est voilà, vrai, c'est une idée comme une autre. très Je vrai. sais qu'on commence à en parler dans les enseignements des émotions, mais je crois Oh, qu'il ouais. faudrait même passer à la vitesse supérieure Oui, en oui, mettant à oui. disposition des petits comme ça dans les écoles. Ah oui, oui, non, mais clairement. Alors moi, j'ai vu plein de choses vraiment de bonne volonté que certaines maîtresses mettaient en place. Malheureusement, derrière, ça suivait pas. Oui, C'est-à-dire que par exemple, un jour, j'avais remplacé une maîtresse, donc quelques jours, de CM2, et elle avait listé les 11 intelligences émotionnelles qui existent. Donc il y en avait 7 plus 4 aujourd'hui. Je crois qu'il y en avait 4 de plus avec la créativité, l'art et je sais plus quoi. Donc oui. elle avait fait des tests à ces élèves-là avec un test sur les neurosciences. Elle avait été vraiment, j'étais surprise. J'ai dit mais c'est génial ce que t'as fait. Sauf que derrière, elle continuait le système des punitions en fonction de si l'enfant oublie son compas, oublie et je me disais mais ça c'est débile en fait, ça sert à rien du tout de faire tout ça, d'avoir Oui. fait des tests, d'avoir montré l'importance du sommeil par exemple. Elle avait fait un test sur le sommeil aux élèves. Enfin, c'était génial. Et en même temps, donc elle connaît leurs intelligences, elle connaît un peu le fonctionnement des élèves, mais il y avait rien du tout derrière qui était fait et je trouvais que c'était vraiment dommage parce que ça partait d'une bonne intention ou une prof qui avant les tests faisait aussi de la détente, donc elle les faisait un peu se lever, faire les épaules, un peu la tête, machin, pour bien les préparer à l'examen qu'elle allait leur faire passer. Et en même temps, si leur frise géométrique dans le cahier était mal faite, elle leur arrachait la page, quoi. Donc, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment Oui. des fois, ils sont complètement contradictoires et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des maîtresses. Je suis persuadée qu'il y a des maîtresses qui sont dans une bonne démarche, mais qui malheureusement, bah, soit Oui. à un moment donné, elles bloquent, elles ont plus les moyens et donc elles repartent sur un système classique et ça, c'est vraiment dommage. Donc, c'est Oui. vraiment, c'est les prémices. Hein. Dans l'éducation nationale, c'est très, on est vraiment aux prémices de, ok, je vais essayer d'accompagner l'élève parce que il y a vraiment du boulot encore. Mais en fait, on a de la chance parce que toi comme moi sommes accessibles publiquement et gratuitement. Hmm. Et il y a beaucoup d'enseignants qui nous suivent. J'interagis avec Ah énormément oui, d'enseignants qui ont oui, commencé à mettre en place des outils dans les classes, génial. etc., etc. Yes. Donc, je trouve ça génial parce qu'en plus, ça crée aussi du lien avec les parents qui partagent Ouais, les mêmes trucs. Et ça crée comme ça une bonne émulation justement autour de ces objets. Je pense que de toute carrément. façon, la bonne solution, c'est la communication. C'est essayer d'être le plus précis possible. C'est parler d'empathie, parler de bienveillance parce que c'est la meilleure voie du point de vue Hmm. neuroscientifique pour apprendre, pour se développer, pour s'affirmer, etc., etc. Et se donner le Ça. droit à l'erreur, si on doit faire une conclusion sur tout ce qu'on s'est dit Yes. jusqu'à maintenant. Être bienveillant avec soi-même, ça implique aussi se donner le droit à l'erreur et donner le droit à l'erreur aux enfants, les Hmm. autoriser à réparer les choses, les rendre responsables progressivement et en évitant de forcer les choses en fait. Hmm. Parce que dès qu'on force, ben forcément on est dans un rapport de force et Ouais, forcément il peut y avoir de la violence qui émerge. Voilà. exactement. Pour conclure, alors je sais pas, est-ce que tu veux avoir un mot de la fin de ton côté?
Stop les VO, quoi. On continue à accompagner vos enfants comme vous pouvez et renseignez-vous si vous en ressentez le besoin. C'est pas une faiblesse que de demander de l'aide, au contraire, et d'aller en chercher. Il y a quand même énormément aujourd'hui de possibilités de déjà commencer ces recherches de façon gratuite. Donc les ressources de Papa Positive à fond, c'est son blog, c'est son Instagram, etc. Le mien aussi si vous en avez besoin. Vraiment, commencez à creuser là-dedans et comme ça vous prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui vous parle pas. C'est parce qu'il y a peut-être des choses, des fois, on peut pas être tout le temps d'accord et c'est ok. Et donc, Oui. voilà. Et des fois, on fait des vidéos de 3 minutes où ça nous laisse pas forcément le temps d'aller explorer tout ce dont on aimerait parler. Donc, faut pas toujours prendre pour acquis ce qu'on peut vous proposer en quelques minutes. Et encore une fois, la parentalité positive, c'est tellement vaste. En fait, c'est pas une méthode comme certains essaient de dire oui, il faut appliquer ça et ça et ça. Non, c'est pour ça qu'il y a jamais vraiment de conseils très précis. Comme quand je vous ai fait la vidéo sur arrêter de crier, je vous ai dit imaginez demain vous avez une extinction de voix, vous pourrez plus crier. Et je vous ai pas dit quoi faire à la place parce que ça c'est vous qui pourrez le déterminer. Moi je peux pas vous dire bah vous devez faire ci, vous devez faire ça. Je peux le faire, mais les meilleures solutions elles émergeront forcément de vous-même. Donc ça c'est vraiment aussi Certains le oui. Pardon. Non, vas-y. Sauf si tu t'es enregistré avant au niveau de tes cris, même si tu as une extension de voix, tu peux juste appuyer sur play, quoi, du coup. Oui, tu peux, oui, enfin, tu trouveras la solution. Là, c'est vraiment, c'est vraiment pour dire à quel point des fois, voilà, on va nous dire, ouais, mais c'est pas assez précis, on sait pas quoi faire, mais il y a tellement de choses à faire, en fait. Et ça dépend de vous, de votre ambiance familiale, de ce que vous avez envie de mettre en place. Donc, et limite, c'est si on vous donne des façons de faire, vous allez nous dire, ah bah non, moi, je suis pas capable de le faire. Donc, il faut vraiment essayer de jongler en se disant, qu'est-ce que moi, je suis prête à faire et, quel est le panel que j'ai en face de moi en fait, qu'est-ce que je peux faire et en fait c'est illimité, voilà. C'est une boîte c'est une boîte de Lego. En fait, C'est une boîte de Lego, ouais, on c'est est ça, avec une boîte de Lego. Et c'est en fait, ça. on peut aller chercher d'autres pièces Mm. dans les formations, dans les aides via des psychologues, des thérapeutes, via des livres aussi, que vous n'allez pas Yes. forcément acheter si vous n'avez pas les moyens. Vous allez aller Oui, dans une bibliothèque, bien peut-être, sûr. où vous allez pouvoir les faire prêter. Mm. Donc, ce sont ces choses-là. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se dire, vous avez une capacité de progression. Vous avez aussi une capacité de stagnation, et c'est OK aussi. Mais Mm. sachez que, de toute façon, on peut changer du jour au lendemain. Même ceux qui n'ont pas commencé par pratiquer une éducation bienveillante, Mm. du jour au lendemain, ils peuvent annoncer ça publiquement en Mm. disant, ben voilà, aujourd'hui, je vais essayer de moins crier. Aujourd'hui, je vais mettre fin aux violences quelconques. On va faire ça ensemble. C'est un travail d'équipe, en fait. Et Ouais. on va se soutenir ensemble sur ce sujet-là. Et justement, peut-être que ça ne suffit pas et qu'on a besoin d'une aide extérieure. Eh ben, c'est OK. On va pouvoir aller trouver peut-être de l'aide dans une association qui est près de chez nous, de Mm. l'aide justement en appelant avant de craquer en appelant des personnes qui vont nous écouter Mm. pour pouvoir nous permettre de nous soulager, nous ne sommes pas seuls. Et C'est c'est ça. aussi la magie en fait de tous ces médias et de tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est que là, vous voyez, on est deux en train de faire un live, et là, il y a des centaines et des milliers de personnes qui ont pu se connecter au fil du temps, Mm. et on répond, et on interagit, et vous voyez, finalement, on arrive à se soutenir, et c'est ça la force en fait de ça, là, de ce qui est en train de se mettre en place. Et donc, merci encore à tous d'avoir participé à ce live. Oui, merci Merci à toi, beaucoup. Marine. Merci Jeff. Si tu es OK, on reprendra une date comme ça sur un sujet, par Avec exemple la plaisir. scolarité, pourquoi Mm. Bien pas. sûr. Si vous, derrière l'écran, vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez nous les poser sur Instagram notamment, Oui, parce que des idées c'est de plus simple de sujets voir les aussi, messages si vous voulez. Oui. tout à fait, ou de sujets. Et vous avez également nos sites respectifs. Si vous ne les trouvez pas, vous pouvez aussi nous questionner sur le sujet. Merci beaucoup à Merci tous à pour tous. votre bienveillance, votre écoute, et à Oui. bientôt. Merci. À bientôt. Bye. Salut Jeff.